Bienvenue sur Les Fameux, votre podcast favori pour aller faire vos 10 000 pas par jour. Notre but, vous accompagner pour justement aller faire vos 10 000 pas par jour. C'est une notion de santé qui est super importante et qu'on essaie de prôner à chaque podcast. Pour vous accompagner aujourd'hui, on accueille Margot, qui est une maman de Provence sur les réseaux, donc qui partage sa vie au quotidien avec sa petite fille et son compagnon, et qui est aussi banquière, et donc on va pouvoir développer pas mal de sujets là-dessus. Elle peut nous présenter son compte Insta et son boulot de conseillère en banque. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Les Fameux, votre podcast favori pour faire vos 10 000 pas par jour. Aujourd'hui, on accueille une maman de Provence, hein. Tout à fait. Je vais t'appeler par ton nom d'Instagram. Tu peux. Alors, t'as combien de followers aujourd'hui? J'en ai un peu plus de 7000. Ah, quand même, hein. C'est pas mal. Et du coup, c'est quoi un peu ton contenu, si tu pourrais un petit peu décrire la chaîne et tout? J'ai toujours plus ou moins publié sur Instagram, mais forcément, de par le nom, on se doute bien que ça s'est vraiment accentué quand je suis tombée enceinte. Donc j'ai beaucoup partagé ma maternité et de là, des marques ont commencé à me contacter pour faire des partenariats. Et du coup, c'est allé crescendo et après j'ai partagé mon quotidien de maman, les bons plans, les astuces. J'échange beaucoup avec des mamans que je n'ai jamais vues, mais avec qui on est un peu dans la même vie, dans les mêmes galères aussi, hein, on va pas se mentir. Donc on se soutient, on se partage nos bonnes astuces, on voit nos enfants grandir aussi du coup à travers les réseaux. Donc voilà. Et donc, ta fille, elle a quel âge? Et Liana aujourd'hui a 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Ouais. Bon, moi je vais t'appeler Margot. Merci d'être venue. Mets-toi à l'aise. Et si tu devais décrire un petit peu ta vision des réseaux sociaux, c'est quoi ta vision sur ton compte? C'est quoi, toujours partager la même chose ou tu as une vision un peu plus à long terme? Alors j'ai une vision à long terme. En fait, je partage beaucoup mon quotidien. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup autour de la maternité. Mais c'est aussi la vie de couple, la vie de femme. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'on s'oublie en tant que femme. En fait, maman, c'est bien, mais on reste aussi une femme. Et là, prochainement, ils vont manger de la construction, puisque nous allons faire construire notre maison, et je compte bien, du coup, le partager aussi avec cette communauté-là. Voilà, donc c'est un petit peu sur tous les sujets de mon quotidien, en fait. Ok, ouais, donc en fait c'est axé sur la branche famille, on va dire. Exactement, oui. Ok. Et tu discutes du coup beaucoup avec d'autres mamans? Oui, on échange beaucoup en privé, on commande beaucoup nos publications, oui, on échange beaucoup. Parce que concrètement, du coup, le fait d'échanger, qu'est-ce que ça vous apporte? On se soutient, on a créé aussi du coup une amitié. Et il y a même une maman avec qui, alors elle a eu le deuxième là, mais pour la première, on avait quelques jours d'écart. Et alors nos vies étaient exactement similaires, donc on était enceinte, je me souviens, juin 2022, pleine canicule. On dormait la journée, on vivait la nuit. Et on allait marcher, alors je sais pas si on faisait 10 000 pas, mais en tout cas on allait marcher la nuit. Et en fait, nos stories se ressemblaient puisqu'elle aussi marchait la nuit. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle habitait à côté de la belle-mère de la meilleure amie de mon chéri, dans le Vaucluse. Donc comme quoi, le monde est très petit. Et je trouve qu'on fait quand même de belles rencontres. Alors il faut les utiliser intelligemment, les réseaux, on va pas se mentir. Hein, il y a quand même... voilà. Mais en tout cas, ça permet de faire de très belles rencontres et de partager notre quotidien avec d'autres personnes qui du coup nous comprennent aussi. Donc, t'as jamais voulu faire, toi ou même avec les autres personnes, faire un événement où vous vous rencontrez tous, ce genre de choses? On n'a pas encore eu, en tout cas moi j'ai pas encore eu cette idée-là, on me l'a pas encore proposé non plus, mais pourquoi pas effectivement se rencontrer pour de vrai, ça serait bien, c'est vrai. Ok. Du coup, t'as déjà eu des rémunérations? Non, alors moi les partenariats c'est plutôt qu'ils m'envoient des produits gratuitement et en contrepartie j'en parle soit à travers des stories, soit à travers des posts. Je mets en avant les produits que j'utilise à titre perso pour Liana, que ce soit avec la marque Twistiac par exemple, ça a été la baignoire, donc je m'en suis beaucoup servi avec la petite, la poussette. Donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt dans ce sens-là. Pour l'instant, pas de rémunération, mais plutôt, Mais plutôt des produits. plutôt des produits en échange d'en parler. Ok. Et toi, t'as rien eu à faire, c'est venu à toi tout ça? Oui, en fait, j'ai été contactée alors au début sur ma boîte mail perso.
Et du coup, c'est là que j'ai décidé de me créer. Donc, j'ai même un numéro, je me suis même mis à mon compte en auto-entreprise pour le jour où, si je dois avoir des rémunérations, justement. Et j'ai créé une adresse mail aussi pro, donc une maman de Provence@gmail.com pour vraiment voilà, axer cette boîte mail sur cette activité-là. Et sinon, c'est vraiment les marques qui m'ont contactée. Et là, cet été, j'ai même fait avec Garnier, L'Oréal. Donc voilà, petit à petit, je développe le côté collaboration, présentation de produits, en fait, la création de contenu, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui t'anime? Oui, j'aime beaucoup. En fait, ça me passionne de faire des photos, de faire des vidéos. Alors, j'ai un peu du mal à me filmer moi-même et à discuter avec les gens en direct ou avec des facecam. Mais en tout cas, j'aime beaucoup présenter les produits. Et voilà, L'Oréal, Garnier, c'est plus côté maternité, mais ça reste le bien-être de la femme, prendre soin de soi, etc. Et c'est important. Donc, en fait, ça rejoint aussi le domaine de mon compte Instagram. Carrément. Et en plus, c'est des marques qui sont plutôt connues et reconnues, quoi. Oui, exactement. Oui, c'était... Oui. C'est chouette, Ouais. ça a monté. Ça montre que ton compte monte et que ton contenu Exactement. monte Petit en à qualité petit, aussi. voilà. Et bientôt peut-être de la rémunération. Hein. Qui Pourquoi sait. pas. Du coup, tu as dû apprendre un petit peu tout ce qui est montage. Comment ça s'est passé tout ça? Alors, j'ai beaucoup découvert les choses par moi-même, à force d'essayer plusieurs modes de création. J'ai utilisé CapCut. Là, j'utilise beaucoup en fait, l'application Instagram avec laquelle on peut faire énormément de montage. J'ai suivi un petit peu alors, des formations et des tutos voilà, qui m'expliquaient voilà, comment orienter certains contenus pour qu'ils montent en visibilité. Voilà, mais principalement, je me suis formée toute seule. Ok, ça serait quoi les tips que tu pourrais donner? Il faut faire attention voilà, à l'heure à laquelle on publie par rapport à la connexion des followers du compte en question. En ce moment, voilà, l'algorithme, c'est beaucoup les réels. Donc, faire un maximum de réels pour gagner en visibilité. Des audios utilisés aussi, les audios populaires. Et en ce moment, ce qui marche beaucoup, c'est les réels où il y a de l'écriture, en fait, un texte inséré dans les vidéos. Ce qui permet en fait de donner envie aux followers de continuer en fait à lire la vidéo en lisant le texte plutôt que de swiper et de passer à autre chose. Ok. Voilà. Et pour toi, c'est facile de faire du contenu, c'est-à-dire tu mets pas trop de temps ou alors tu te casses la tête, tu te dis est-ce que ça je le publie? Tu fais beaucoup de modifs, tu as du mal à appuyer sur le bouton publier ou... Alors pendant un temps, j'ai eu beaucoup de mal. Je pense que c'est quand on se lance que je me suis dit est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, qu'est-ce que les gens vont en penser. Et puis finalement après ça vient tout seul en fait. Voilà, on est parti un week-end au Futuroscope. J'ai fait un réel sur la première journée, j'ai fait un réel sur la deuxième journée. On est parti à Disney en début d'année. Voilà, j'ai fait un réel par jour pour vraiment voilà montrer aux followers ce que c'est Disney, donner envie aussi aux gens d'y aller. Montrer qu'avec un enfant en bas âge, puisque Liana avait 2 ans et demi, que c'est possible. C'est sport, mais c'est possible. Après, nous, on a de la chance que Liana dort beaucoup et elle est très très facile, on va pas se mentir. Tu peux le confirmer. Je peux. Donc voilà, Disney, ça l'a pas empêché de faire ses 3 heures de sieste dans la poussette à Paris en plein mois de janvier. Mais voilà, j'essaye de partager à chaque fois que je fais quelque chose. C'est plutôt, en fait, moi, c'est spontané. Voilà, le week-end dernier, mon chéri m'a emmené en week-end pour mes 28 ans et nos 5 ans. Tout de suite, j'ai eu le réflexe voilà, de filmer l'endroit où il m'a emmené pour partager aux autres, pour leur donner envie en fait, d'y aller et de partager cette expérience-là aussi avec leur moitié. Donc voilà, moi, c'est plus spontané, mais je suis moins dans la réflexion du coup. Ok. Et du coup, ton chéri, il voit ça comment? Alors, c'est un gros soutien, puisqu'ils m'aident beaucoup à filmer. Oui, non, mais c'est Voilà. très important. C'est important. Ils m'aident beaucoup à filmer. Alors, la première fois où il m'a vraiment aidé, et je sais même pas si je lui ai dit, mais en tout cas, si tu vois la vidéo, un grand merci. C'est quand j'ai reçu la poussée de Twisty Egg et qui m'a filmé voilà, en train de la déballer, qui lui, en filmant, en fait, m'a dit plutôt comment m'orienter, comment me mettre, comment cadrer. Là, donc pour Garnier, c'est lui qui m'a filmé en train de me laver les cheveux pour montrer en fait le résultat aux filles.
Donc c'est un gros soutien, il m'encourage beaucoup, il m'aide beaucoup. Et non, c'est vrai que... ouais, c'est... Ouais, parce que l'environnement, c'est soutien. super important. Oui. Tu vois, si à contrario, t'aurais quelqu'un qui dirait ouais, les réseaux, machin, et qui te laisserait dans ton coin et tout, t'as pas du tout la même énergie et la même volonté de le faire. Oui, c'est ça. Non, pour moi, c'est un gros soutien et on est en accord sur tout. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir pas mal de followers, c'est là où on s'est dit on va arrêter de montrer le visage de la petite. Parce que voilà, une fois de plus, les réseaux c'est bien, on fait de belles rencontres, mais on peut aussi en faire des mauvaises, on va pas se mentir. Et voilà, donc soit les de dos, soit elle a le visage caché, soit c'est flouté, enfin on essaie quand même de la protéger elle un maximum. Et du coup, non, après on est en accord sur tout et c'est vraiment un gros soutien pour ça. Ok. Donc full transparence, juste par contre, t'essayes de protéger un petit peu la petite. Oui, un maximum, parce que voilà, c'est sûr qu'on sait pas non plus je regarde pas qui est dans les 7000 followers, je fais pas un tri tous les jours de savoir qui me suit ou pas, parce que sinon je m'en sortirais pas. Mais du coup, j'essaye un maximum. Après, je sais très bien que demain, il y a quelqu'un qui me voit dans la rue. On est qu'assisteront. Je suis pas connue de manière nationale, mais bon, assisteront, tout le monde se connaît. N'importe qui pourrait prendre une photo. Voilà, on va pas se mentir, il y a ce côté-là aussi. Mais en tout cas, de moi-même, on essaye de faire un maximum attention à l'image de la petite. Ça, je trouve que c'est important. Parce que... Et puis, c'est son droit à l'image aussi à elle. Tout à fait. Donc voilà, on y fait très attention. Et du coup, tu filmes tout à l'iPhone? Oui. Non, mais c'est une vraie question. Tout à l'iPhone, on est équipé, on a des stabilisateurs. Ok. Mon chéri a un drone, alors en toute transparence, je ne sais absolument pas l'utiliser. Donc ça fait un moment qu'on l'a pas sorti, mais voilà, on a le drone, on a un stabilisateur. Mais sinon, dans tous les cas, même avec le stabilisateur, c'est l'iPhone qui filme. Et d'ailleurs, depuis une semaine, j'ai l'iPhone 17 Pro Max, donc je suis contente, j'ai fait de très belles vidéos. Mais non, tout à l'iPhone. Non, puis c'est le côté pratique de l'avoir tout le temps dans la poche. Exactement. C'est spontané en fait. Voilà. Moi, mes contenus, c'est vraiment spontané. Quel conseil donnerais-tu, donc conseil, ça peut être au pluriel, pour une personne qui nous écoute, qui voudrait se lancer sur les réseaux et qui est dans l'hésitation de le faire, du jugement des autres, etc. D'être vigilante, mais de se faire confiance et de s'écouter, de faire en fait, si elle a envie de le faire, il faut qu'elle le fasse. Et qu'elle ne tienne pas compte en fait de ce que les gens vont penser, parce que dans tous les cas, que ce soit de la création de contenu, que ce soit les réseaux, que ce soit un travail aujourd'hui, n'importe lequel, les gens jugent clairement tout. Donc ne pas tenir compte en fait des jugements des gens et s'écouter, tout simplement. Se faire confiance. Ouais. Je pense que c'est des conseils qui peuvent être appliqués. Passer à l'action. C'est pas facile, hein, c'est pas facile parce que voilà, on se dit, dans les 7000, il y a des gens que je côtoie au quotidien, il y a des voisins, il y a des gens que je croise dans la rue, dans les magasins, donc des gens qui jugent, il y en a, malheureusement beaucoup trop, mais se faire confiance et si elle a envie de le faire, de s'écouter, de le faire, de se lancer. Du coup, par rapport à... Parce que ce que tu soulignes, en fait, c'est vrai, quand tu vas te lancer, les premières personnes qui vont le voir, ça va être ton voisin, ta voisine, la personne que tu vas croiser dans le supermarché, la personne qui travaille avec toi. T'as eu des regards qui ont changé, toi, à partir du moment où tu t'es lancé? Alors moi, pas du tout. J'aurais pensé que oui, justement, j'avais peur de ça, du jugement, de me dire oh c'est bon, de toute façon elles le font toutes, ça fait 10 ans que les filles le font, t'arrives un peu trop tard. Et en fait, pas du tout. Au contraire, j'ai même des gens qui m'ont dit ah, ça me fait plaisir parce que du coup, Liana, bon, même avec du coup le visage caché, bon, on la voit grandir. Là, j'ai beaucoup partagé sur le fait qu'elle soit rentrée à l'école en septembre. Donc, c'est vrai que ça permet aussi aux gens de voir la petite grandir. Ça leur permet de voir aussi à quoi ressemblent nos vies. Et j'ai plus eu des encouragements et des gens qui m'ont soutenue finalement, plutôt que des critiques, ou alors si elles m'ont critiqué, elles me l'ont pas dit. mais voilà, j'ai plus eu Moi, ça a été beaucoup positif en fait. C'est ce qui m'a aidé en fait à continuer. Ok, à contrario, si on t'aurait tiré un peu des balles, tu penses que t'aurais arrêté? Étant donné que je suis un peu têtue, et que dans tous les cas, même aujourd'hui, quelqu'un qui se met à son compte, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ça peut être dans l'automobile, dans le bâtiment, il y a des gens qui vont pas croire en nous,
Et je pense que ben, si toi tu crois en toi, ben, il faut se faire confiance en fait, hein. Une fois de plus, il faut se faire confiance à soi-même et s'écouter. Voilà. Donc faites-le. Just do it. Non, Exactement. mais c'est vrai, hein. Faut passer à l'action, surtout Ouais. quand tu sens que c'est quelque chose qui potentiellement peut t'animer. C'est clair. Oui, Et c'est ça. juste Moi, ne pas le c'est... faire par rapport au regard des autres, c'est vraiment dommage. Ouais. Voilà, moi, c'est vraiment de la passion, de la création, c'est vraiment de la passion. Échanger avec les filles, j'adore. Donc voilà, après, c'est sûr que dans n'importe quel domaine, finalement, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Donc, Ça, c'est sûr. donc voilà, hein, se faire confiance. C'est Donc la on clé. est sur la plateforme, toi te concernant Instagram, Mm. t'as autre chose? Tu publies sur Snapchat, sur TikTok, sur YouTube ou t'es essentiellement Instagram? Non, alors essentiellement Instagram. Snapchat, c'est plus, on va dire, entre guillemets, les échanges avec les amis proches. Après TikTok, j'essaye, mais alors j'ai eu un peu du mal à m'y mettre, à comprendre un peu le fonctionnement, mais j'essaye petit à petit aussi à développer sur ce réseau. Et après, non, alors Facebook, du coup, c'est beaucoup plus famille, beaucoup plus un environnement proche, famille, amis. Voilà. Et du coup les stories que tu mets sur Instagram, tu les publies automatiquement sur Facebook vu que tu peux faire la transition ou pas forcément? Ça dépend de quoi ça parle. Selon le sujet, si je trouve que c'est pertinent, oui. Si, par exemple, c'est une collaboration avec une marque, je vais peut-être pas forcément le partager sur Facebook non plus. Enfin, voilà, ça dépend en fait le moment et le sujet. Ouais, ton compte Insta, c'est plus le côté pro. Exactement. Et Facebook, tu le gardes plus pour le perso. Exactement. Ouais, puis ça permet de séparer aussi parce que sinon, je pense que t'as moyen de te faire bouffer. Oui, c'est Facilement ça. par ce Puis... genre de- voilà. de Enfin, en compte, tout quoi. cas, pour l'instant, c'est le fonctionnement. Après, ça pourra peut-être être modifié à un moment donné. Mais... Oui, parce que de notre côté, après, tu peux toucher plus de monde. Tu vois, tu as des gens, Oui. potentiellement la tranche un peu plus âgée, ils ne sont pas trop connectés à Instagram, ils seront plus connectés sur Facebook. Oui. Tout Sur, dépend de ton public cible. sur TikTok, tu vas toucher potentiellement un peu plus de jeunes. Ouais. Après, voilà, moi, on va dire que mon public, c'est plus 24, 39 ans. Enfin, voilà, après, bien sûr, à la marge, il y en a, ils ont plus, il y en a, ils ont moins, forcément. Mais on va dire, voilà, moi, c'est vraiment jeune maman, en fait. Donc, Instagram, c'est... Tu arrives à savoir si tu as quand même des hommes qui te suivent? J'en ai, bah, quand je vais voir dans les statistiques, j'en ai, mais si ça représente 15% de mon audience, c'est, je pense, le bout du monde. Ok. Donc, ouais, c'est vraiment... Et tu as déjà eu des papas qui t'écrivent pour échanger avec toi ou pour avoir des conseils sur ce genre de choses? Non. Ok. C'est Non, vrai mais que non. Ça m'est pas encore arrivé. Peut-être un jour. Peut-être un jour. ça existe des papas qui font la même chose Ouais. en termes de concept? Papa Plume, alors lui par contre il est très très connu, hein. Ok. Il a je crois plus de 100 000, 160 000 abonnés je pense. Donc voilà, il y a des papas hein, qui se sont lancés, qui font exactement pareil, qui sont loin devant d'ailleurs. mais ouais. Mais Après, j'ai je pas pense encore qu'ils vu. sont moins nombreux, les papas, donc du coup, peut-être c'est plus facile pour eux de monter. C'est possible. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de mamans, de jeunes filles qui sont dans le même domaine que moi, dans le même état d'esprit, si on peut dire. Donc, Ouais, mais après, tu vois, moi, par exemple, je prends mon cas, prépa physique coach, tu peux te dire, il y en a des masses aussi. Mais en fait, si toi, tu fais le contenu qui te plaît et que tu restes authentique, ben, tu vas toucher certaines personnes qui vont pas forcément se retrouver dans ton branding, dans la façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu partages les choses. Donc en fait, tu vois, même une personne qui nous écoute, qui dit potentiellement ce marché-là, il est bouché, ben, fais-le en fait. Fais-le quand même et automatiquement, si tu es régulier et que tu le fais en toute transparence, authenticité et un peu quand même de professionnalisme, tu vas toucher un petit peu du monde, c'est obligé. oui, tout à fait. Non, mais c'est clair. Après, et puis c'est un milieu qui est tellement concurrentiel, puis tu as des gens qui arrêtent tous les jours. Donc, même Puis, si tu commences tous les jours, il y aura forcément de la place. En fait, je pense Puis qu'il il y a des faut, nouveaux utilisateurs tous les jours. Donc, faut se dire que c'est un marathon, quoi. Tu vois, un Oui, petit peu. c'est ça. Voilà. Puis il faut bien connaître l'algorithme pour que le compte en fait, soit vu, tout simplement, hein, qu'il gagne en visibilité. Et puis être passionné comme toi tu l'es. Parce que si tu fais ça juste pour essayer de prendre la trend ou le mouvement, bah, tu tu vois. seras toujours en retard et tu seras jamais. Parce que tu vas essayer de suivre la mode, mais le temps que la mode sorte, le temps que tu t'y mettes, la mode a passé et t'arrives toujours juste après, quoi. Du coup, on parlait un petit peu de maman, transition un petit peu la grossesse, comment ça s'est passé? Très très bien. Moi j'ai eu une grossesse merveilleuse. Un accouchement, bon, on va dire, qui s'est très bien passé, mais très très long. Et un post-partum fabuleux, bah, de toute façon, tu peux confirmer, hein, tu as été là depuis le début, parce que ça fait un moment qu'on se connaît.
quelques années. Et franchement, non, ça s'est très très bien passé. J'ai eu une grossesse, j'ai rien à dire, quoi. Franchement incroyable. Tellement qu'elle était bien, elle n'a pas voulu sortir. Donc ils m'ont déclenché le jour du terme. Et j'ai accouché 48 heures après le déclenchement. Enfin, un petit peu moins, j'ai accouché. Ils m'ont déclenché le samedi soir et j'ai accouché le lundi matin à 6h30. Mais, donc ça a été long, mais l'accouchement s'est bien passé et le postpartum impeccable. Très très bien. Ok. T'as mis des choses en place spéciales pour avoir une grossesse ou pour optimiser la grossesse ou pas forcément? Non, je me suis écoutée. Quand j'étais fatiguée, je me reposais. Quand je me sentais pas, je le faisais pas. Et pourtant, pendant ma grossesse, j'ai eu les deux choses que je redoutais le plus. C'est-à-dire un accident de voiture et le Covid. Voilà, j'avais toujours dit, le jour où je suis enceinte, je veux ni l'un ni l'autre. C'était ma hantise. J'ai eu les deux. Et ça a été une sacrée expérience. L'accident, c'était pas énorme, mais bon, étant donné que c'était quand même ce que je voulais vraiment pas que ça m'arrive, ça m'a tout de suite. Donc voilà. Et non, franchement, je me suis écoutée et voilà, même pour l'accouchement, je me suis pas forcément stressée parce que je me disais, le corps d'une femme, il est fait pour. Donc, dans tous les cas, maintenant que je suis enceinte, faudra bien accoucher à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, il n'y a plus le choix. Donc voilà, je l'ai pris vraiment cool jusqu'à la fin et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que ça s'est bien passé, même le postpartum derrière, parce que la petite, elle a vraiment été très très cool, elle a fait ses nuits au bout d'un mois, enfin franchement, j'ai rien à dire. S'il y a des mamans qui m'écoutent, je pense qu'elles vont me détester, mais voilà, elle mangeait, elle dormait 3h le matin, elle mangeait à 11h, elle redormait 3-4 heures l'après-midi, elle faisait ses 12 heures de nuit, enfin... Et je pense que c'est parce que j'ai eu une bonne grossesse. Après, j'ai eu la chance de ne pas avoir été malade, j'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de complications non plus. Enfin, voilà. Je pense que mis tout bout à bout, franchement, ça c'est bien passé. Des grossesses comme ça, j'en souhaite à tout le monde. Hein, la grossesse cliché de tout va bien. Ah oui, il y a beaucoup de mamans qui me disent t'as bien de la chance, parce que alors, moi, c'est pas du tout le cas. Et oui, je sais bien, j'ai beaucoup de gens autour de moi. Malheureusement, ça se passe pas forcément bien. La grossesse, l'accouchement et même après, c'est pas... Mais en tout cas, en ce qui me concerne, très très bien. Ok, et en lien avec la relation du coup de ton conjoint, pour les personnes par exemple qui nous écoutent, il y a des choses pareilles où il faut s'écouter, il faut mettre en place ou... Alors l'arrivée d'un enfant dans un couple, on va pas se mentir, ça chamboule. Mais il faut être soudé, il faut s'écouter. Et en fait, la présence d'un papa ou d'une maman, pour le conjoint ou la conjointe, c'est primordial en fait. Il faut se soutenir. Moi, j'avais essayé d'allaiter, alors malheureusement, j'ai pu le faire qu'une semaine, mais il a été énormément présent pour moi et beaucoup de soutien. Voilà, quand il fallait, je sais pas, mettre la petite dans un sens ou dans un autre, il m'aidait, il me soutenait. Bon, derrière, j'ai fait une infection, donc j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce que j'aurais voulu faire. Mais voilà, il a été très présent pour moi, un soutien psychologique, moral, physique. Enfin voilà, il a vraiment été là du début jusqu'à la fin et encore même maintenant, quoi. Non, franchement, c'est important et il faut être soudé. C'est la clé. Et puis même, je vois, au niveau éducation, vous êtes quand même assez raccord sur... même s'il y a forcément des désaccords, je suppose. Oui, alors c'est vrai que, bon, franchement, je touche du bois, mais franchement, on est en accord sur tout. Quand on a envie de mettre quelque chose en place, on en discute d'abord nous ensemble tous les deux avant d'annoncer quoi que ce soit à la petite. Voilà, s'il y a quelque chose qui va changer. Donc là, il y a eu la rentrée scolaire, on lui a dit gentiment, se coucher à 21h30, c'était bien, mais ça va plus être possible, puisque à partir de septembre, il va y avoir la rentrée. Mais voilà, à chaque fois, on discute ensemble avant d'annoncer s'il va y avoir un changement ou si, voilà, on discute énormément. Et voilà, la discussion, la communication, le soutien, enfin... C'est primordial, c'est quoi. La base. Ouais. Et franchement, nous, on est en accord sur tout. En termes d'éducation et de valeurs, tu essaies de retransmettre potentiellement de toi ce que tu as vécu, consciemment, inconsciemment, ou pas du tout? Oui, consciemment. Et qu'elle fasse pas forcément les mêmes erreurs que moi aussi. Et bon, après, voilà,
on va pas se mentir, elle en fera, et c'est ça qui fera la personne qu'elle deviendra. Mais les valeurs, oui, et surtout depuis qu'elle est à l'école, voilà, j'essaie vraiment de lui apprendre les valeurs. Quelles valeurs tu mettrais en avant comment t'exprimerais les valeurs que tu mets en avant? Est-ce que c'est plus de la bienveillance? Est-ce que c'est plus oui, te laisse pas marcher dessus? voilà, alors c'est un peu les deux, c'est ne pas se laisser marcher dessus, parce qu'aujourd'hui je pense que ça a encore rien à voir par rapport à ce que nous on a connu quand on était gamin, on va pas se mentir, parce que ça a changé, donc bien sûr ne pas se laisser marcher dessus, mais discuter. Je voudrais vraiment qu'elle comprenne que voilà, aujourd'hui il faut qu'elle nous parle, faut pas qu'elle garde les choses pour elle, qu'elle nous parle à nous, qu'elle nous parle à la maîtresse, à la TSEM. Si elle n'arrive pas à nous parler à nous, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est difficile de parler aux parents. Bon, aujourd'hui elle a 3 ans, donc on n'en est pas encore là, mais voilà, c'est vraiment ce que je veux lui apprendre, c'est que si elle a du mal à nous parler à nous, qu'elle aille parler à quelqu'un d'autre, aux grands-parents, à la marraine, aux parrains, aux oncles, aux tantes, voilà, ou à la maîtresse, hein, mais qu'elle parle, qu'elle garde pas les choses pour elle, et qu'il y ait de la bienveillance, que si elle voit effectivement qu'il y a un enfant qui est, bon, je dirais pas jusqu'à harceler, parce qu'aujourd'hui ils sont à la maternelle, mais voilà, qui est triste, ou voilà, qu'elle aille vers lui, qu'elle soit en fait ouverte et un peu sensible aux autres. T'as une idée de comment tu te comporterais si elle souhaitait faire des études? Est-ce que tu aurais plutôt tendance à pousser l'enfant ou tu le laisserais plutôt faire son parcours? Moi, je vais la conseiller, ça c'est sûr. Mais après, je la laisserai choisir ce qu'elle a envie de faire. Parce que c'est ce que moi j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis heureuse dans mon métier, je suis heureuse dans ma vie. Et en fait, j'ai fait ce que je voulais faire. Mes parents m'ont toujours soutenue. Ouais, je les ai même fait descendre à Marseille, me faire des concours dans des écoles de commerce. Ils m'ont suivi de partout. Et puis finalement, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, j'ai toujours voilà, aimé la gestion, alors, je suis très nulle en maths, hein, mais j'ai toujours aimé les chiffres quand même. Et en fait, je me suis toujours écoutée, j'ai fait vraiment ce que je voulais faire. Et je suis heureuse comme ça, donc en fait, son choix sera le mien. Bien sûr que je vais la conseiller pour qu'elle fasse quand même quelque chose qui lui apporte du confort dans sa vie, mais elle fera ce qui lui plaira. Du coup, c'est une bonne transition pour que tu nous glisses ce que tu fais dans la vie. Alors, je suis gestionnaire de clientèle particulier en banque, bientôt patrimoniale. Et j'accompagne en fait les clients dans leurs projets. Alors, ça peut être des projets heureux, dans des crédits immobiliers, dans des placements, tout ça. Ça peut être des projets un peu plus tristes, hein, dans tout ce qui est succession, transmission, accompagner le client dans les moments douloureux. Et voilà, c'est mon métier, c'est ce que je fais tous les jours. Et j'ai toujours en fait voulu... en fait, à la base, je voulais être assistante sociale. Mais j'avais peur de ne pas avoir les épaules assez lourdes pour en fait... je suis un peu une éponge, donc pour avoir les épaules assez lourdes pour porter les problèmes des autres. Et en fait, aujourd'hui, je trouve qu'à travers ce métier, je retrouve un peu ce côté d'accompagnement de clients, de l'aider. Alors, bien sûr, on a des clients aisés, des clients qui ont des difficultés financières, surtout vu la conjoncture actuelle. Donc, ça me permet en fait d'être quand même présent dans la vie des clients, même si je trouve que ce métier est aussi très difficile, hein, parce que forcément, les problèmes des clients, on les a avec nous, quoi. On les écoute, on les accompagne. Donc, il faut aussi savoir faire la part des choses. Il faut arriver à se mettre une carapace. Donc c'est pas forcément plus facile qu'assistante sociale non plus, mais c'est une façon d'accompagner différemment le client et d'être là pour eux. La gestion de patrimonial, c'est quoi? C'est une évolution que toi tu souhaites? Alors je suis partie 1 an en remplacement d'une collègue qui est partie en congé maternité et qui elle-même est gestionnaire patrimonial, donc ça m'a permis de découvrir ce métier pendant 1 an. Ça a été une mission que j'ai validée, que j'ai eu beaucoup de succès. Le problème étant que en fait, le gestionnaire patrimonial, il n'y en a qu'un par agence. Mmh. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de poste. Et surtout que du coup, moi, avec Liana, je suis quand même assez freinée de manière géographique. Je ne peux pas aller trop loin. Ni sur des agences qui ferment à 18h, puisqu'il faut que je puisse être en capacité de récupérer Liana à 18h30 ou plus tard à l'école.
Et du coup, ben voilà, là, je suis repassée sur un poste gestionnaire clientèle particulier en attendant qu'un poste dans la gestion de patrimoine se libère. Ok. Ouais, c'est une belle évolution, en vrai. Oui, oui, oui. Et puis, je suis passionnée aussi par ce métier, donc ouais, c'est ça. Du coup, gestion de clientèle, tu fais ça depuis combien de temps? Et ben, ça fait 7 ans, il y a un mois, le 4 septembre, ça fait 7 ans que je suis dans cette entreprise, que j'ai intégrée d'ailleurs par une alternance. Et depuis, je suis restée et je fais ce métier. Et j'ai fait 5 agences différentes. Manos, Codigne, Sisteron. Toujours dans le même établissement bancaire? Toujours dans le même établissement bancaire. Ok. On peut citer l'établissement dans lequel tu travailles ou tu veux que ça reste anonyme? Ben, je sais pas si je peux. Honnêtement, je sais pas. Je pense que oui. Il n'y a pas de... Après, si tu te sens pas de le dire, le dis Non, pas. non, moi hein. je peux, hein, c'est la caisse d'épargne. À la caisse d'épargne, c'est Voilà, c'est la caisse d'épargne. tout. Donc, tu as fait ton alternance à la caisse d'épargne et du coup, tu évolues petit à petit Exactement, au en- sein de cette entreprise. en interne. En Ok. interne. C'était quoi, un BTS que tu as fait? Alors non, j'ai un DUT GEA, donc dans la gestion d'entreprise, que j'ai fait à Gap. Et ensuite, j'ai fait un bachelor responsable développement commercial, option banque assurance. Donc ça, c'est avec la CCI de Gap. Donc à l'époque, c'était... comment ça s'appelle ? Le CFPB qui faisait ce diplôme-là. Et maintenant, c'est le S-Bank. Ok. Voilà. Et depuis, je suis restée là. Il faut forcément un diplôme pour travailler en banque ou pas forcément? Alors c'est préconisé, je sais que ça dépend après aussi du profil. Aujourd'hui, je crois que ce qu'ils recherchent, c'est plutôt des bac+2. Pas forcément en banque, je crois pas, en tout cas. Parce qu'il y a des collaborateurs qui n'ont pas forcément de diplôme en banque, qui se sont formés eux en interne. Parce qu'après, on a Vous avez des beaux programmes de parcours, formation exactement. interne. Très réputés d'ailleurs. Mais bon, je sais que ça change, ça évolue quand même pas mal. Donc je crois qu'aujourd'hui, de ce que j'ai pu entendre, c'était à minima un bac+2. Et voilà, après, si c'est dans la vente, je devrais le faire, quoi. Avec de plus en plus d'arrivées de banques en ligne, ce genre de choses, est-ce que c'est un marché qui reste quand même ouvert ou ça se passe comment? Alors, ça reste ouvert et on a pas mal de gens qui sont partis en banque en ligne et qui sont revenus. J'ai absolument rien contre les banques en ligne, hein, mais c'est vrai que nous, on reste quand même des agences physiques. Les clients, ils ont quand même un conseiller qui voit, ils ont quand même un interlocuteur, on va dire, on a des banques de proximité. Et c'est vrai que selon le besoin du client, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un en face. Et moi, je le vois surtout en fait à travers le prêt immobilier, hein, que j'en ai fait à l'appel et j'en fais encore. Et c'est vrai que c'est quand même bien, au moins au premier rendez-vous, d'avoir le client en face et d'échanger, quoi. Je trouve que c'est quand même plus sympa. Après, voilà, les banques en ligne, peut-être pour un jeune qui part faire des études, qui a un simple compte avec un livret, ça peut... Mais je pense que sur du long terme et selon les projets, la banque de proximité, avoir quand même un conseiller en face, un visage sur un nom, je trouve que c'est quand même plus sympa, quoi. Ouais. Toi, t'aimes bien garder le même portefeuille pour suivre les personnes tout le temps ou pas forcément? Et pour le coup, j'ai changé pas mal de fois puisque j'ai fait différentes agences. Et là, en revenant donc sur cette agence-là, j'ai retrouvé mon portefeuille de l'année dernière, en fait, hein, que j'avais avant de partir en remplacement. Et c'est bien parce que du coup, ça permet de voir les évolutions des projets. Ça permet. Et si en plus on est dans une région où tout le monde se connaît, et puis c'est assez vaste, donc selon les clients, je sais où ils habitent. Quand je finance un prêt, enfin quand je finance un bien, du coup, ça me permet d'aller le voir ou de le voir comme ça en me disant ah voilà, c'est la maison que j'ai financée. Voilà, c'est toujours. C'est sympa, je trouve que c'est sympa. Mais après, oui, malheureusement, on est dans un métier où on change en fait en permanence, soit par des missions de collègues, soit par des évolutions de poste, soit par des déménagements. Donc en fait, et puis voilà, et c'est vrai qu'on change tous les 3-4 ans, on change généralement le portefeuille. Tu peux. On va partir sous forme de petits jeux, Ok. donc pas de pression. Le premier petit jeu, c'est vrai ou faux. Et après, du coup, tu réponds assez spontanément, mais tu peux développer et expliquer. Ok. En 2025, est-il encore possible d'avoir un crédit immobilier à moins de 3%? Non. Tu veux développer ou pas? Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui à combien on est? Alors non. Oui et non.
Une tranche. Une tranche. Oui et non, mais là en fait on a eu, là on va dire en moyenne on est sur du 3,50 en moyenne. Ça dépend après la durée, ça dépend le projet, ça dépend de beaucoup d'éléments. On va dire du 3,50. Après on a eu une période où effectivement on avait des taux assez sympas, on pouvait aller jusqu'à du 2,95. Mais on a eu une remontée un petit peu des taux. C'est pas remonté de beaucoup, mais on va dire que ouais, c'est remonté jusqu'au-dessus de 3 quand même. Donc voilà, je dis en 2025, alors oui, on a fait du 2,95. Aujourd'hui, on l'a plus. On l'aura peut-être dans les mois qui vont venir. En fait, on sait pas trop. Vous êtes vraiment tributaire du HSF? Oui. Ok. Et ça, en général, c'est révision tous les combien? C'est régulier ou tu sais pas? En fait, on n'a pas trop de vision, quoi. On regarde un peu ce qui se passe sur les marchés, on regarde l'OAT. Après, nous, en fait, en tant que collaborateurs, on a les taux qui sortent tous les mois. Tous les mois, ça change. On est plutôt sur une période stable, mais on a quand même pris 0,10 depuis juin. C'est pas grand-chose en soi, mais quand même. Tout le monde disait on est sur une baisse des taux, une baisse des taux, une baisse des taux. Les primo, quand même, ont baissé moins vite que ce que les livrets ont baissé. T'as une vision par rapport à ça? Tu penses que ça va stagner longtemps après Franchement, on n'a pas de vision, on n'a pas de... Non, mais pas forcément de vision, mais toi, ton ressenti, c'est quoi? Moi, je pense que ça va quand même se stabiliser, c'est sûr. Descendre un petit peu, je dirais que oui, dans le sens où les livrets ont quand même vocation de baisser. Donc, on sait très bien, hein, si les livrets sont bas, les taux sont bas. Donc, ça va aller sur une baisse. Après, combien de temps, ça, on ne sait pas. Après, les taux que certains ont connus en 2021 à du 1,20, je m'en souviens, j'en ai fait. J'en ai profité. J'ai bien peur que... Je pense pas que ça reviendra. Je pense qu'à cette époque-là, les taux étaient anormalement bas. Et aujourd'hui, on est plus sur une moyenne de 3,50. Après avoir, hein, mais... Quand tu parles de 3 à 3,50, c'est quoi? C'est pour du locatif, résidence principale? Résidence principale. Après, quand les clients investissent pour du locatif, il y a toujours, en tout cas chez nous, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein, 0,20 de plus que sur de la résidence principale. Après, ça dépend des durées. Il y en a qui font des prix sur 10 ans, sur 15 ans, 20, 25 ans. Le locatif, on ne peut pas aller au-delà de 20 ans. Donc voilà, je pense que ça dépend. Il y a beaucoup de critères en fait, hein. Il n'y a pas de taux vraiment fixe comme le crédit conso, ça dépend de beaucoup d'éléments. Donc c'est au cas par cas. Moi, c'est ce que je dis aux clients quand je fais un calcul d'enveloppe. Je leur dis toujours, quand vous avez un bien en vue, donnez-moi les éléments et je peaufine la proposition. Parce qu'on ne peut pas... C'est trop flou. Moi, demain, je me lance, je veux acheter un premier bien pour du locatif. Tu me conseilles quoi en termes de durée? Vaut mieux partir sur le maximum, c'est-à-dire 20 ans, avoir une mensualité la plus basse possible pour que ton loyer couvre ton échéance de prêt. Ta réponse me plaît bien. Voilà. Après, le rôle du conseiller, c'est de s'assurer que le reste à vivre du client est correct, qu'on ne l'endette pas. Parce que tout ce que nous donne le logiciel, c'est bien, hein, c'est beau. Maintenant, il y a la réalité des choses aussi derrière, quoi. Je veux dire, nous, on prend en compte les charges de prêt. Il faut quand même penser que si tu achètes en copropriété, tu as des prix de copropriété. Si tu as la taxe foncière, tu as quand même tous les frais annexes qu'il faut tenir compte. Les travaux potentiels. Les travaux à faire, et si le locataire ne paye pas, et si j'arrive pas à trouver de locataire. Donc voilà, c'est quand même des éléments à prendre en compte. Et ça, après, je pense que c'est du bon sens de la part du conseiller aussi. Au jour d'aujourd'hui, par rapport au taux d'endettement de 35%, on en est où? Il y a toujours les 20% où vous pouvez déroger? Oui, il y a toujours, mais c'est juste parce qu'aujourd'hui, entre les taux qui sont, le coût, tout a augmenté. Mais à ce jour, il y a toujours les 20% qu'on peut déroger. Okay. Si on n'a pas épuisé tous les stocks. Si par exemple, moi demain, je viens de voir, je sais pas, je suis à 40%, c'est compliqué, il faut vraiment faire le forcing, ça dépend... C'est compliqué, après du coup c'est plus dans ma délégation, nous on pourra que présenter le dossier, le défendre, si on y croit on défend, hein. Bien sûr c'est notre rôle, hein, de s'assurer aussi que c'est cohérent, je veux dire il faut que derrière c'est un sens. Après tout va dépendre en fait de là où l'agence se situe, enfin de l'agence même du territoire, parce que là on est au niveau territorial, se situe par rapport à la norme, pour pas être du coup en défaut. Ouais, mais du coup tu as besoin d'un profil ultra clean et d'un projet béton pour pouvoir présenter un dossier comme ça.
Oui, c'est ça, puis de savoir aussi où on se situe. Après, d'être un client aujourd'hui au-delà de 40%, je sais pas si c'est du bon conseil, à part si oui, il y a un reste à vivre qui est quand même Conséquent. assez, voilà, conséquent, qu'on sait que derrière, il n'a pas mangé des pommes de terre pendant 25 ans, tu vois, voilà, il faut que ça ait du sens. Après, c'est pas, nous, on fait que présenter les dossiers, en fait. Quand c'est dans nos délégations, il n'y a pas de souci. On va dire un dossier classique, on le fait, il n'y a pas de problème. Après, c'est plus notre ressort. Parce que tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais dans le calcul du taux d'endettement, vous prenez plus les loyers rentrant en compte? Si, jusqu'à 90%. Ok. Mais ça n'avait pas changé ça à un moment donné? Avant, c'était 70%. Ok. On retenait 70% du loyer perçu. Et depuis qu'ils ont passé justement le taux d'endettement à 35%, on prend en compte 90% des loyers perçus. Ok. Toi, tu penses que c'est une bonne chose? Ben, pour les clients, oui, puisque du coup, ça leur permet quand même d'avoir une capacité d'emprunt assez sympa, enfin plus sympa que si on retenait que 70%. Les jeunes de moins de 30 ans épargnent plus qu'avant. Vrai ou faux? Et tu peux détailler un petit peu, toi, les anecdotes peut-être que tu as, etc. Ben, je trouve que c'est vrai, de manière générale, puisqu'aujourd'hui, si les clients... Alors déjà, il y en a beaucoup qui boursicotent de plus en plus sur des PEA, sur des comptes cheat, donc forcément, c'est eux qui injectent leurs billes. Et après, si on veut de l'épargne assez sympa, étant donné que les Vivria, les LDD ont baissé là à 70 au 1er août, il faut aller sur de l'assurance vie. L'assurance vie aujourd'hui, alors je sais pas les autres établissements, mais en tout cas nous on propose de la gestion déléguée, c'est-à-dire que le client qui n'a pas du tout envie de s'occuper d'arbitrer d'un fonds à un autre, il délègue la gestion. Et pour vraiment aller chercher une performance assez sympa, on peut proposer jusqu'à du 9% par an. L'idéal, en fait, c'est de mettre un abonnement tous les mois. Ça peut être 50 €, hein, pas forcément besoin de mettre des sommes 50, 75. Et ça permet aussi de lisser, en fait, le risque. Puisqu'on sait très bien, à l'assurance vie, on investit, il y a du fonds euro, il y a aussi des fonds dynamiques, ça monte, ça descend. Et du coup, bah forcément, le fait de mettre un abonnement, ça permet au client d'investir de manière déjà récurrente. Donc en fait, il se constitue son capital sans trop y penser finalement, puisque c'est prélevé sur son compte tous les mois de manière automatique. C'est du capital qui lui appartient, s'il a besoin, il peut le récupérer. Et ça permet du coup de lisser le risque. S'il achète en bas, bah forcément, il aura plus d'actions que s'il achète quand il est en haut, quoi. Voilà. Donc je pense que oui, le fait de mettre des versements automatiques et des prélèvements automatiques, automatiquement, forcément, les jeunes épargnent plus qu'à l'époque. Et puis c'est une bonne stratégie au final de mettre même une petite somme, mais régulièrement tous les mois. C'est une des meilleures stratégies qu'il puisse y avoir. C'est ce que je dis aux jeunes, en fait. Au plus tôt ils commencent, alors je disais ça surtout par rapport au plan d'épargne retraite, parce qu'aujourd'hui, par les retraites avec un jeune, c'est vrai que c'est loin, voire inexistant. Et je disais toujours, au plus tôt vous allez commencer, au moins il y aura besoin de mettre dessus pour avoir un capital assez sympa à la fin. Voilà. On est d'accord que pour les successions, c'est pas mal ça aussi, non? L'assurance vie ? Ouais. Tous les versements faits sur l'assurance vie avant les 70 ans, le capital versé dessus donc, sera versé aux bénéficiaires de l'assurance vie, parce que sur chaque assurance vie, il y a un bénéficiaire désigné. Donc l'assurance vie est gérée par l'assureur. Nos nouveaux contrats, c'est BPCE Vie. Et en fait, au moment du décès, c'est l'assureur qui contacte directement les bénéficiaires du contrat. Alors ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le groupe de ménage, ça peut être une association. J'en ai eu beaucoup, hein, pour les associations du cancer, tout ça. Et du coup, ça permet de... Voilà, jusqu'à 70 ans, tout ce qui verse dessus, c'est exonéré jusqu'à 152 500 par bénéficiaire. Et tous les versements faits après 70 ans, c'est exonéré jusqu'à 30 500. Donc c'est un outil de transmission quand même sympa. Ouais, c'est pour ça qu'il faut le mettre en avant. Voilà. Surtout que voilà, c'est le bénéficiaire de son choix. Donc je pense surtout aux gens, par exemple, qui n'ont pas d'enfants, qui veulent privilégier leurs nièces, leurs neveux, les petits cousins, ou la femme de ménage parce que ça fait 50 ans qu'elle fait le ménage à la maison et qu'elle fait partie de la famille. C'est vrai que c'est bien de pouvoir transmettre sans droit parce que sinon ça commence à chiffrer. Voilà. Il y aurait d'autres petits tips pour essayer d'être exonéré au maximum? Alors, au niveau des abattements, il y a 100 000 € donc, par an par enfant, tous les 15 ans. Donc, il y a ça. Il y a le don Sarkozy aussi qui avait été mis en place. Donc, ça, c'est 31 865.
qui permet aussi du coup de transmettre sans droit de succession. Et après, et on revient à l'assurance vie. Ok. Il vaut mieux investir en bourse qu'en immobilier aujourd'hui. Vrai ou faux? Et tu peux expliquer. Alors, tout est question de point de vue. Tout est une question de point de vue et du profil en fait du client, de ce que lui recherche. Il y a des clients, il faut surtout pas leur parler de la bourse. Parce que soit ils ont une mauvaise expérience, soit... voilà. Et il y a d'autres, il faut surtout pas leur parler d'immobilier parce qu'ils ont déjà eu l'occasion d'avoir un locataire qui a dégradé le bien ou qui a jamais payé son loyer, ils ont jamais réussi à le mettre dehors. Donc en fait, tout dépend. Après, aujourd'hui, je pense que les deux sont complémentaires. De toute façon, tout est complémentaire. Il n'y a pas un projet à mieux qu'à la place de l'autre. Tout est complémentaire. Donc ça permet surtout de diversifier en fait ses rendements. Et dans les deux cas, c'est des projets, des investissements sur du long terme. Que ce soit du prêt immobilier, enfin du projet immobilier locatif, ou que ce soit de la bourse, c'est pas des projets à un an. C'est sur du 8 ans, c'est sur du 10 ans, c'est... Voilà. Après, sur du projet, sur du prêt immobilier, enfin de l'immobilier pierre, il faut s'y connaître et il y a quand même des risques. Après, aujourd'hui, il y a d'autres solutions aujourd'hui pour investir sur de l'immobilier via les SCPI. Au jour d'aujourd'hui, à la caisse d'épargne, vous proposez, parce qu'à un moment donné, c'était pas le cas, mais peut-être que vous l'avez sorti le produit, les assurances loyers impayés ou c'est toujours pas le cas? Non, c'est toujours pas le cas. Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, j'en ai pas fait. Ok. Tu saurais pas pourquoi ça? Ça m'a toujours. Parce que vous, c'est quand même sur les produits complémentaires, vous gagnez quand même pas mal d'argent. Je me suis toujours posé la question pourquoi à la caisse d'épargne, ils sortaient pas une assurance loyer impayé. Ben, Peut-être t'as pas la réponse, j'ai mais. pas la réponse. Après, est-ce que c'est un domaine sur lequel ils ont envie d'aller? Parce qu'il y a beaucoup de risques, je sais pas. Après, alors peut-être je crois pas qu'on le fasse. En tout cas, moi, je l'ai jamais fait à titre perso. Enfin, j'ai pas eu le cas en tout cas avec un client. Je crois pas qu'on le fasse. Je sais que c'est souvent les agences immobilières en fait qui le font quand elles gèrent elles-mêmes leur. Ouais, non, mais je te posais la question parce que je sais que la caisse d'épargne, dernière nouvelle, le faisait pas. Et il y a quand même pas mal de banques maintenant qui le proposent. Donc, ouais. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. Ma réponse, c'est pas sûr à 100%, mais je ne crois pas qu'on le fasse. En tout cas, pas aujourd'hui. Bon, dernière nouvelle, c'était pas le cas. Donc, si t'en as pas eu connaissance, je pense que ça a pas bougé. Diversifier ses banques est une mauvaise idée, vrai ou faux? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de vrai ou de faux. En fait, Bah, tu peux nuancer un peu si il tu y a veux. en fait, il y a des clients, ils aiment bien avoir tout au même endroit parce qu'ils n'ont qu'un seul interlocuteur. Aujourd'hui, on n'est pas qu'une banque, on est aussi banque et assurance et prévoyance. Et il y a des clients, ils aiment bien tout regrouper. Moi, j'ai des clients, ils ont leur compte, leur placement, leur livret. Alors, quand je dis placement, du coup, c'est assurance vie. Ils ont aussi leur assurance, donc c'est l'habitation, c'est la voiture, c'est la protection juridique, c'est la garantie accident de la vie pour se protéger lui-même et sa famille. Ils ont leur contrat de prévoyance derrière. Et en fait, ils ont qu'un seul interlocuteur. C'est-à-dire, quoi qu'ils ont besoin, ils vont m'appeler moi. En fait, ils ont que moi. Il y en a, vous êtes qu'une banque, je vais chez mon assureur. Donc, ils distinguent. Et il y en a qui ont peur que l'État prenne des sous sur leur compte ou autre, et donc ils diversifient pour mettre 100 000 euros par établissement par rapport au fonds de garantie. Donc après, ça dépend il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait, ça dépend vraiment de ce que le client veut. Et je pense que avant toute chose, il faut respecter la volonté du client. Quoi. Moi, voilà. Après, c'est vrai que pour nous, en tant que conseiller, c'est bien d'avoir la relation globale, puisque du coup, on sait sur quoi, on sait ce qu'il a, on sait ce qu'il détient, on peut mieux le conseiller, parce que parfois, les clients ne nous disent pas tout. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, en fait, d'aller conseiller un client. Si le client, il a déjà il a plus de 80 ans, et il a déjà une assurance à 30 500, s'il me le dit pas, je vais le conseiller de lui faire. Mais s'il me le dit pas et que je lui fais, du coup, c'est du mauvais conseil. Puisque cette assurance-là, il ne pourra pas bénéficier de l'abattement. Donc en fait, en tant que conseiller, c'est vraiment bien de savoir tout. Alors c'est pas du voyeurisme, c'est pas du jugement, c'est vraiment pour le conseiller au mieux en fait dans ses projets, dans ses besoins. Pareil, tu me coupes si je dis une bêtise, mais il me semble que si par exemple demain la caisse d'épargne ou l'ensemble des banques en France ont subi une crise, ce que je ne souhaite pas, par exemple j'ai 150 000 euros sur mon compte, vous remboursez que 100 000 euros et le reste est perdu? Sur le compte bancaire, Ouais. alors la garantie c'est 100 000 euros sur les comptes est livré.
Et sur les assurances vie, il y a 70 000 euros en plus. 70 ou 80 70, je crois bien. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je conseille jamais aux clients de laisser sur un compte, de toujours laisser sur... Enfin, de laisser sur... Le but, c'est de diversifier, pas forcément pour le rendement, mais aussi, du coup, pour la sécurisation. Après, avant que l'État... j'essaye de rassurer les clients, parce que c'est vrai qu'on vit une époque quand même assez compliquée. On est dans un contexte assez compliqué aussi. Non, mais ça, c'est un vrai sujet. Hein. Donc c'est un sujet, j'ai beaucoup de clients qui ont passé le pas de la porte, surtout dans la gestion de patrimoine, puisque forcément les clients ont des surfaces financières assez conséquentes. Donc j'ai beaucoup de clients qui m'ont posé la question, après avant que l'État arrive à se servir sur les comptes des clients, il en faut, on en a connu quand même, on a connu des situations quand même plus graves que celle-ci. Alors nous on était encore jeunes, enfin on est toujours jeunes, mais je veux dire il y a eu en 2008 la crise des subprimes, il y a eu le Brexit, il y a eu, voilà, et l'État, enfin les banques n'ont jamais subi ce genre de choses. Et je pense sincèrement aujourd'hui que ça va pas arriver comme ça. Et puis il y a quand même, voilà, on est quand même protégé, et le groupe BPCE l'est encore plus, puisqu'on est une banque systémique, donc on est vraiment très très solide. Donc voilà, oui, effectivement, il y a entre guillemets que 100 000 euros de protégés. Mais voilà, encore une fois, le rôle du conseiller, c'est de diversifier l'épargne, les comptes, et voilà, et rassurer les clients, parce qu'aujourd'hui, oui, on vit dans une drôle d'époque, on va pas se mentir, mais je pense que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents en ont connu d'autres, et c'est jamais arrivé. Donc pourquoi aujourd'hui ? Et du coup, vraie question, c'est 100 000 euros par personne ou par compte ? C'est 100 000 euros par personne. Tu me poses une colle. J'ai jamais, en fait, comme on n'a jamais eu le cas. Non, moi j'ai toujours entendu dire, oui, tu avais 100 000 euros de protégés, mais en fait, c'est 100 000 euros par personne, par compte. Alors, c'est 100 000 euros par personne, puisque c'est tout compte confondu. Oui, c'est tout compte confondu. Mais compte ou épargne parce que... Alors, compte courant, livret A, LDD, tout ce qui est livret d'État, par définition, ça va dans les 100 000 euros. Et après, tu as les plafonds de garantie de l'assurance vie. Oui, toi, ce que tu voulais dire, c'est que si par exemple tu as un compte commun, c'est ça que tu voulais dire ? Non, alors, c'est une très bonne question en plus, mais non, moi je parlais par exemple si tu as, je te dis une bêtise, tu as 2 comptes courants dans la même banque. Donc c'est ce qu'elle vient de répondre. C'est voilà, très bien répondu. C'est par exemple, voilà, si tu as un livret A, un LEP et 2 comptes courants. Si tu as 100 000 par compte, est-ce que tu as 100 000 euros garantis par compte ou est-ce que c'est la totalité de ces comptes où tu es garanti ? Du coup, tu as répondu. Ouais, après, ça serait trop facile si c'était par compte. Je pose la question. Et par contre, c'est par établissement. Donc, j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit, voilà, j'ai 5 000 euros chez vous, parce qu'ils avaient déjà une assurance chez un assureur ou autre, et je vais mettre les sous ailleurs pour justement démultiplier ce plafond de garantie. Après, voilà, je pense pas que c'est demain qu'il va y avoir... Enfin, voilà. Ils ne se servent pas comme ça non plus sur les comptes des clients, quoi. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que... Donc, après, c'est vrai qu'il y a eu des déclarations qui font un petit peu peur. Oui, alors je pense que les choses dites aux informations ne sont pas forcément la réalité des choses. La réalité, c'est qu'ils voudraient mettre en place, mais alors ça c'est pareil, entre ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils peuvent faire, il y a quand même un fossé. En fait, ils voudraient mettre en place un livret vraiment dédié à la défense et à l'armerie, etc. Comme aujourd'hui par exemple, le livret A est destiné aux logements sociaux, le livret de développement durable est destiné par définition au développement durable, et en fait ils voudraient créer un autre livret, et que ces fonds-là en fait permettent, donc tout est fictif bien entendu, mais que ces fonds mis sur ce livret-là permettraient de financer tout ça. Il y a quand même aujourd'hui, il y a beaucoup de régulateurs, il y a beaucoup, voilà, la CPR, l'AMF, voilà, ils font pas ce qu'ils veulent. Mais par contre, c'est ce qu'ils voudraient faire. C'est ce qu'ils voudraient mettre en place, créer un livret. Donc c'est pareil, en fait, ça reste toujours à la décision du client. Est-ce qu'ils ont envie de l'ouvrir, oui ou non ? Personne n'est forcé de faire quoi que ce soit. C'est très bien ce que tu soulignais, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, de personnes qui savent le livret A, à quoi il sert, au niveau de ce qu'il finance et tout. Donc si tu peux le redire. Le livret A, il a pour but de financer en fait tout ce qui est logements sociaux.
les logements sociaux. Et voilà, donc c'est fictif, hein, voilà. Mais c'est ce but-là. Ok, j'aurais appris quelque chose que je ne savais pas du tout. Du coup, diversifier ses banques, on vient d'en parler. Ensuite, c'est un autre petit jeu, un autre petit concept. Tu vas avoir environ 10 secondes. Je te lance dans une situation et tu dois donner un conseil le plus pertinent possible. En 10 secondes environ 10 secondes. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Je mets le chronomètre, vas-y. Je suis une personne qui gagne 2000 € par mois et je veux commencer à investir. Quel conseil tu me donnes? Alors, du coup, ça va dépendre de beaucoup de choses. 2000 € par mois, ça va dépendre s'il est déjà propriétaire, oui ou non. Dans ce cas-là, pourquoi pas faire une estimation de prix IMO. Mais moi, je fais jamais un prêt IMO, donc en m'adressant au client, en fait, je fais jamais un prêt immobilier sans lui constituer de l'épargne à côté. Donc ça va dépendre du patrimoine financier, du patrimoine immobilier qu'il détient déjà ou pas, et sinon, du coup, l'aider à le créer avec son budget. Ok, moi je te mets un peu plus du coup de concret. Je sors, je sais pas, de licence, c'est mon premier job, ça fait 2 ans que je suis dans la boîte en CDI, je gagne 2000 €, mais j'ai pas encore mon chez moi. Ok, et ben donc je vais t'aider à avoir ton chez toi. Mais en gardant une capacité. En fait, ce qu'il faut faire avec les clients, c'est par rapport à leur salaire, il faut prendre en compte les charges qu'ils ont. Et du coup, ce qui va permettre de développer une capacité d'emprunt et une capacité d'épargne. Et il ne faut pas que la capacité d'emprunt, en fait, mange un peu trop la capacité d'épargne. Parce qu'il ne faut pas accompagner un client uniquement sur un crédit et qu'il ait que des crédits. Il faut qu'à côté, il puisse dégager une capacité d'épargne pour se constituer un capital financier à côté. Ok, c'est parfait. Je veux acheter un bien locatif, mais les taux sont hauts. Alors, les taux sont hauts. Effectivement, les taux sont hauts. C'est vrai. Après, les taux sont hauts, oui et non, en fait. Ils sont hauts par rapport à ce qu'on a connu en 2021, à ce que certains ont connu, à ce que certains ont entendu. Mais j'ai un client qui m'a dit, je suis venu il y a 10 ans faire une simulation. Finalement, en fait, on était déjà sur du 3%. Donc, je pense qu'ils sont pas forcément hauts, ils sont plus hauts que ce qu'on a connu. Après, il faut y aller. En fait, est-ce qu'il y aura un meilleur moment qu'aujourd'hui? Je sais pas. Personne ne le sait, en fait. Donc, vas-y. Et puis, de toute façon, les taux des prêts se revoient. On peut réaménager des taux. Il y en a beaucoup qui ont fait racheter leur taux, d'ailleurs, quand c'était à 1,20. Donc, en fait, faut y aller. Faut se faire confiance. Une fois de plus, faut y aller. Et puis, de toute façon, rien n'est définitif. Et aujourd'hui, les taux sont quand même modulables. Donc, tu peux expliquer un petit peu dans les grandes lignes, par exemple, moi j'ai un taux à 4% et je veux me le faire acheter à 2%, je te donne un exemple. Du coup, comment ça se passe? Est-ce que je vais payer des frais? Quelle démarche je dois faire, etc. Alors la démarche, c'est d'aller voir la banque. Alors tu peux soit te faire acheter ton prêt par une banque concurrente, avec ton tableau d'amortissement, donc elle va le financer, hein. Soit faire un réaménagement de taux. Alors bon, du coup, ça fait longtemps que j'en ai plus fait. J'en ai fait beaucoup du coup en 2020-2021 avant de partir en congé maternité. Et en fait, oui, il y a des frais. Après, il y a des taux qui s'appliquent. Enfin, on a une grille en fait, hein, et on se fie à la grille par rapport au capital restant dû, au taux du prêt actuel. Il y a des frais de dossier. Alors à l'époque, bon, c'était il y a 4 ans, hein, c'était genre 30 €. Voilà, c'était. Voilà. On a une grille en fait et on rentre des données. Et ça nous dit effectivement si ça joue le jeu pour le client, si ça vaut le coup ou pas, quoi. Ok. Mais en général, c'est une enveloppe de combien et est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de se faire acheter ou... Ben, ça va dépendre. Alors, de 4% à 2%, oui, ça vaut le coup. En fait, je conseille toujours aux clients qu'il y ait à minima au moins un point d'écart. Ok. À partir d'un point d'écart, ça vaut le coup. Ouais. Ok. Après, tout dépend de la durée qui reste, hein. Ok, bien sûr. S'il reste peu de temps, ça va faire beaucoup de choses pour pas grand-chose. Surtout que les intérêts, on les rembourse quand même en début de prêt. Donc bon, à voir après, en fait, il faut regarder le coût du crédit à la fin, quoi. Vous, est-ce que vous avez quand même un conseil un petit peu fiscal dans le sens où tu peux inciter les personnes à dire le taux c'est bien, mais si par exemple, je sais pas, tu as un LMNP ou quoi, c'est des choses que tu vas déduire, ou ça c'est pas votre rôle et... Ah oui, alors, c'est pas que c'est pas notre rôle, c'est que justement, c'est dans la gestion de patrimoine. Généralement, tous ces domaines-là, c'est le gestionnaire patrimonial qui a ce type de clientèle. Après, on travaille, nous, avec des filières, je pense à ICI Élection, voilà, où on oriente en fait nos clients vers des experts
pour avoir vraiment le meilleur conseil possible, parce que bon, après, on a tellement de choses à savoir qu'on n'est pas forcément non plus... voilà, je veux dire, ça peut arriver d'avoir des loupés et de pas tout savoir. Mais on a la chance, en fait, de travailler avec des experts, que ce soit sur l'épargne financière ou que ce soit sur les prêts IMO, pour... donc là, c'est e-sélection, et en fait, eux, à l'époque, ils faisaient même les dispositifs Pinel, de Normandie, LMNP. Donc c'est vrai que c'est plutôt leur rôle à eux. Nous, on va le savoir dans les grandes lignes, mais après, s'il y a vraiment du détail, s'il y a vraiment, selon la problématique, on va faire appel aussi à l'expert et demander une expertise complémentaire pour que le client, en fait, il ait vraiment un service de qualité et une réponse vraiment précise, quoi. Parce qu'il est vrai, tu vois, une personne qui veut se lancer un projet, faut pas qu'elle s'arrête auto, parce qu'auto, si tu choisis par exemple le régime LMNP ou autre, tu vas le déduire. Tu vois, Ah ça, oui, il y a voilà, pas, il y a plein de frais, personnes aussi qui le ça, savent pas. Et oui, d'un côté, tu vas sortir plus d'intérêt, mais tu vas le déduire sur les impôts. Donc, encore une fois, Après, Des ouais, fois. c'est du cas par cas. C'est Ouais. vrai que la banque, pour ça, c'est vraiment du cas par cas, quoi. C'est... ma banque refuse mon dossier de crédit, que faire? Pourquoi elle refuse? La question, c'est pourquoi? C'est est-ce que c'est le taux d'endettement? Est-ce que c'est la qualité des comptes? Puisqu'on regarde aussi la qualité des comptes. Aujourd'hui, un client qui n'a jamais épargné de sa vie, qui était hébergé chez ses parents et qui aujourd'hui nous demande un crédit avec une mensualité de 900 €, ben, si jusqu'à aujourd'hui il n'a pas réussi à mettre de côté, on va lui demander comment vous allez faire aujourd'hui pour sortir 900 € si vous n'avez pas réussi à le faire, même de moitié, à aujourd'hui. En fait, c'est toujours pareil, c'est du cas par cas, ça va vraiment être pourquoi on refuse. La capacité, le saut de charge. Aujourd'hui, il paye un loyer de 300 €. Demain, il a un crédit avec une mensualité de 900 €. Ben, comment vous allez arriver à assumer cette différence pour pas qu'on vous mette dedans? Ça va être plein de choses. Après, selon le motif, allez voir un courtier. Et au moins, lui, il fera vraiment le... C'est ce que je conseille des fois aux clients. Allez voir un courtier, vous verrez. Ou alors, quand ils remettent ma parole en doute, aujourd'hui, vous verrez. Ils vous diront la même chose que moi. Mais en fait, ça dépend vraiment, oui, du motif. Est-ce que les politiques des banques, ça peut un petit peu changer dans le sens où toi, tu es à la caisse d'épargne, dans une certaine région, tu te déplaces, je sais pas, dans une autre région, peu importe, la politique en interne, elle peut changer? Non, puisqu'on dépend du groupe BPCE. Donc, en fait, groupe BPCE, c'est Banque Populaire Caisse d'Épargne. Donc, les banques pop, c'est nos cousins. Et la politique reste la même. Après, non. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple, toi, on vient dans ton agence, peut-être que vous avez plus d'enveloppe pour prêter. Est-ce que si je me déplace dans une autre agence où il leur reste... Ah non, ça, c'est régional. Non, non, ça, Ok, c'est... mais si je me déplace dans une autre région, du coup, il peut rester de l'enveloppe, tu penses? Ben, alors, pour tout te dire, ça m'est jamais arrivé de dire à un client, j'ai plus d'enveloppe pour vous prêter. Ok, Non, après, en fait, si on n'a plus assez de fonds propres, on va juste aller se financer auprès de la BCE. Enfin, on va aller chercher des fonds, en fait, que nous-mêmes, que la caisse d'épargne, enfin, que BPCE, du coup, va emprunter pour après redistribuer. Mais c'est jamais arrivé de dire, d'ailleurs, en plein Covid, beaucoup de banques ont arrêté de prêter. La caisse d'épargne a toujours continué à prêter. ok. Toujours, on a toujours suivi nos clients. Et il n'y a pas de moment spécifique pour venir vous voir dans l'année? Qu'on vienne en janvier Non. Les moments spécifiques, c'est plutôt ceux qui vont prétendre aux aides. Parce que forcément, les enveloppes, ils les ont en début d'année. Ok. Donc ça arrive en fait en juin qu'ils disent bon, ben voilà, on n'a plus de fonds, on a tout puisé. Après, non, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises périodes. Ok. On va passer sur un jeu 3. Du coup, c'est mythe ou réalité. Donc, je vais te donner des idées reçues et tu dois dire plutôt si c'est un mythe ou plutôt si c'est une réalité. Et pareil, tu peux un petit peu expliquer. Ok. Les banques, au jour d'aujourd'hui, ne prêtent plus aux investisseurs. Mythe. Tu veux développer ou pas? Quand tu dis investisseurs, c'est ceux qui veulent faire du locatif? Ouais. Faux. J'en ai fait pas mal depuis le début de l'année. Ok. Donc, on est en 2025 et au jour d'aujourd'hui, les investisseurs qui ont plusieurs biens, tu peux continuer à leur prêter. Oui. Ok. Sous réserve qu'effectivement, on ne dépasse pas le taux d'endettement, que le projet reste cohérent, que le reste à vivre aussi reste cohérent. Enfin voilà, si le dossier est conforme et qu'il rentre dans les règles, dans la réglementation, il n'y a aucun problème. Du coup, ça me fait penser, est-ce que la constitution du dossier bancaire, toi, personnellement, si on t'envoie un dossier bancaire de projet immobilier, pardon, qui est vraiment carré, est-ce que du coup, tu as plus tendance à suivre ce projet-là ou pas forcément? Oui, bah oui, forcément que oui. Après, il faut croire au projet du client. C'est pour ça que j'aime bien avoir le client en face.
Parce que forcément, nous, l'analyse qu'on va avoir, bon, si c'est dans nos délégations, il n'y a pas de sujet. Si on doit présenter après les dossiers à notre N+1, N+2, forcément, si nous-mêmes on ne croit pas au projet du client, ben, on ne va pas donner envie forcément aux délégataires d'y croire. Il faut donner envie, en fait, il faut croire au projet de ses clients. C'est la clé. Ok, mais du coup, c'est quand même un plus, une personne qui arrive et qui te donne tout le projet avec tous les chiffres, etc. Oui, après, s'il ne nous le donne pas, on le fait ou on le demande. Par exemple, pour du locatif, il va falloir une estimation de valeur locative. Ouais. Ça, nous, on ne peut pas le faire, on n'est pas agent IMO. Si le client ne l'a pas, c'est pas grave, il l'a fait faire. Mais effectivement, il faut que le dossier soit conforme et carré. Il nous faut tous les éléments, forcément. Il faut être riche pour investir. Mythe ou réalité? Mythe. On développe ou pas? Oui, on peut. Il n'y a pas de petit ou gros montant, en fait. Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Donc aujourd'hui, je prends des jeunes. J'ai beaucoup de jeunes dans ma clientèle. Justement, je leur dis en fait, ce que je disais tout à l'heure, en fait, au plus tôt vous commencez, au moins vous avez besoin à mettre dessus par mois. Aujourd'hui, bon, moi je suis une adepte de l'assurance vie parce que je crois, enfin, par rapport au livret, on va pas se mentir, aujourd'hui, le livret c'est pas très sexy, hein, 70 ça fait rêver personne. Surtout quand on voit commencer à dégringoler, hein, il était quand même à 3,40, 2,70, là, enfin bon, voilà. Donc quand on voit l'historique du livret A et ça chute, ça fait pas rêver. L'assurance vie, aujourd'hui, un jeune, il ouvre avec 100 €, il met 30-50 € par mois dessus. Il peut augmenter, il peut rebaisser, c'est modulable, il peut le récupérer. Donc en fait, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des milliers des cents. Il faut juste diversifier et mettre un petit peu tous les mois, en fonction de ses capacités, sur différents livrets. Tu peux avoir le livret A pour avoir de l'instant T. Au moins, tu as besoin, tu fais un virement du téléphone, hop, c'est de suite sur le compte, tu peux les utiliser. Et après, tu as les livrets un peu plus long terme. Ok, super. Les conseillers bancaires veulent toujours vendre des produits qui rapportent à la banque, mais pas forcément aux clients. Mythe ou réalité? Je dirais que ça dépend du conseiller. J'espère qu'il ne me regarde pas. Non, mais ça, en fait, si tu veux, je dirais que c'est un mythe. Nous, c'est des questions qui ressortent régulièrement, en fait. Oui, alors nous, notre politique à nous, en tout cas, Caisse d'Épargne, c'est pas de vendre un produit. C'est d'apporter une solution au client. Et c'est pour ça que généralement, on pose beaucoup de questions aux clients. Et les clients, souvent, on va dire que 60% des clients nous disent « Ouais, mais ça ne vous regarde pas ». Alors peut-être que ça ne me regarde pas, moi, à titre perso. Par contre, moi, en tant que conseillère, ça me regarde. Parce que forcément, en fonction des éléments que tu vas m'apporter, je vais pouvoir te conseiller. J'ai des clients, il n'y a pas si longtemps que je les ai vus. Ils ont, madame, elle a un enfant d'un premier lit, ils ont un enfant en commun, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas pacsés. Tous ces éléments-là, si elle ne me les donne pas, je ne peux pas la conseiller moi au mieux derrière dans mon rôle de conseillère. Donc, c'est pas vendre du produit à proprement parler, c'est vendre une solution. Aujourd'hui, peut-être que ces clients, je les ai orientés vers un notaire, déjà. Ils ont voulu investir dans de l'immobilier. Je suis pas allée contre leur projet. J'aurais pu faire des SCPI dans une assurance vie, mettre les enfants en fonction de la clause bénéficiaire pour pas léser un plus que l'autre par rapport à monsieur qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant du premier lit de madame. Mais tout ça, s'il me le donne pas, je peux pas le savoir. Donc c'est vraiment une solution en fait. On est vraiment là pour apporter une solution. Le client, il la veut pas, mais nous, on apporte une solution. Après, des fois, selon comment c'est présenté, on peut penser que c'est vendre un produit. Ouais, il a essayé de me vendre ça. Oui, mais derrière le con. Alors peut-être qu'on l'a mal dit, peut-être que ça a mal été dit, mais derrière, c'est pas du mauvais conseil. Donc non, de manière générale, un conseiller, il est là vraiment pour vendre une solution et on est là pour faire gagner de l'argent à nos clients aussi. Hein. Donc voilà, on n'est pas des vendeurs. Je sais que les banquiers et les mécanos sont mal vus, mais on n'est pas là pour. On n'est pas là pour vendre du produit brut. Les néobanques vont remplacer les banques traditionnelles. Mythe ou réalité? Mythe. Aujourd'hui, déjà, on voit qu'il y a beaucoup de banques qui ont fermé. Il y en a beaucoup qui ont fermé là cette année. Et les banques classiques physiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir... En fait, les clients, ils recherchent de la proximité avec leurs conseillers. Et encore plus dans notre région. Alors, j'ai jamais travaillé dans des grandes villes ou sur des groupes de manière nationale. Mais aujourd'hui, les clients, ils cherchent de la proximité. Moi, les 3/4 des clients, j'ai très peu de rendez-vous par téléphone ou alors à la rigueur en visio. Mais les clients, ils se déplacent, ils viennent voir leur conseiller, ils veulent le voir, quoi. Et puis, ils aiment ça. Nous, on est dans une région où c'est très petit, tout le monde se connaît. Les clients, quand je les croise au supermarché, ils sont trop contents. Il y en a, c'est mes voisins. Il y en a, c'est... Voilà, on se rend compte qu'on habite pas loin ou qu'on a des trucs en commun. Donc, en fait, je pense que la vente... là où les banques en ligne ont été forts, c'est les prix attractifs.
parce que forcément, la carte gratuite, voilà, ça engendre moins de frais. Mais la banque traditionnelle reste quand même, je pense, primordiale par rapport au client, le conseiller, quoi. Par rapport au côté humain que ça apporte. Exactement, voilà. Puis, ce que je disais tout à l'heure, un client qui a un livret A et un compte courant, s'il veut aller en banque en ligne, bon, à la rigueur, il peut faire ses trucs tout seul. Maintenant, s'il veut aller commencer à investir sur de l'assurance vie, sur des projets immobiliers, c'est quand même bien d'avoir un interlocuteur en face. Enfin, moi, je trouve, je suis jeune et j'aime bien avoir quelqu'un en face, quoi. Donc, Question sur ton métier et la relation client. Qu'est-ce que tes clients te demandent le plus souvent en ce moment? Des projets immobiliers. Il y en a beaucoup qui viennent me voir pour des calculs d'enveloppe, que ce soit pour la résidence principale ou pour la résidence locative, j'en ai quand même pas mal aussi. Et pour des placements. Ok. Est-ce que les clients sont plus stressés ou plus méfiants depuis les hausses de taux et l'inflation? Alors moi, ce qui a été compliqué, c'est que je suis partie en congé maternité en mars, fin mars 2022. Donc les taux étaient très bas. Je suis revenue donc en mai 2023. Les taux étaient très hauts. Donc c'est sûr que j'ai senti une différence. Après moi, ce qui a vraiment été flagrant, la différence, c'est pas forcément les taux, c'est le Covid. C'est que depuis le Covid, en fait, les clients, ils sont stressés, ils veulent tout de suite, mais pas que à la banque, en fait, hein, vraiment dans tous les domaines. Hein. Moi, j'ai mon conjoint, il travaille dans l'automobile. À l'époque, il était chez son père, donc il était avec de la clientèle. Et en fait, ils veulent tout. Nous, on dit tout pour hier, en fait. Ils veulent tout pour hier, ils veulent tout de suite, ils sont stressés. En fait, on est dans une conjoncture aujourd'hui qui est angoissante. Et puis, alors, si on allume BFM, c'est encore pire, quoi. Donc je dirais pas que c'est forcément la hausse des taux. Après, c'est vrai que les clients aujourd'hui cherchent un taux. Mais c'est plutôt... Ouais, moi, j'ai vraiment vu la différence par rapport au Covid. L'avant-après. Ok. Comment tu gères au jour d'aujourd'hui la pression entre tes objectifs commerciaux et le réel intérêt que tu vas apporter aux clients? Comment te dire, moi d'abord, nous, parce qu'on est tous pareils, hein, on agit vraiment dans l'intérêt du client. Bien sûr qu'on a des objectifs, on va pas se mentir. Après, en fait, les objectifs, c'est la réalité du conseil qu'on va apporter au client. En fait, il n'y a pas de piège. Enfin, je veux dire, on va être... déjà, les objectifs, c'est sur l'agence, donc on est une équipe. Donc on se répartit, voilà, on n'a pas, c'est pas individuel si tu veux. Après, c'est par exemple sur un nombre d'ouverture de compte, mais en fait c'est des choses qui viennent naturellement en fait. Il n'y a pas besoin j'ai jamais eu besoin et je le ferai jamais d'ailleurs de faire du mauvais conseil pour arriver à quelque chose. Ça c'est contre la déontologie de toute façon. Et c'est des choses qui viennent naturellement en fait. Forcément, demain il y a un courtier qui nous envoie un prêt immobilier. Il était client au Crédit Agricole, forcément qu'on va faire la mobilité, donc on va ouvrir le compte, donc on va faire le prêt IMO, et en fait derrière ça va forcément répondre à des objectifs, quoi. C'est la réalité juste de notre vie au quotidien. Donc c'est pas forcément compliqué d'atteindre ces objectifs? Non, il y a des lignes plus difficiles que d'autres, on va pas se mentir parce qu'on y va peut-être moins, mais non, c'est pas... Après les objectifs changent tous les ans, donc faut pas trop en faire non plus, même on en demande encore plus. Mais non, après, c'est pas inatteignable. Mais voilà. Après, faut penser client, faut être orienté client. Moi, c'est la satisfaction du client et le conseil avant toute chose. On va continuer les petites questions, après je vous raconterai l'anecdote que je vous parlais en off. Quel serait le premier réflexe ou les premiers réflexes qu'un investisseur devrait avoir en poussant la porte et venant te voir? Qu'il soit quand même bien au courant qu'il soit aguerri sur le sujet, sur l'actualité, sur le sujet et sur la gestion. Que ce soit quand même un gestionnaire qui sache gérer les loyers qu'il va percevoir par rapport à... Voilà, il faut pas qu'il... En fait, il faut qu'il sache plein de choses. Il faut qu'il soit gestionnaire dans le sens où les loyers qu'il va percevoir, il faut pas que ce soit c'est mon argent et je le dépense 100%. Et surtout s'il y a une échéance de prêt derrière, il faut qu'il soit au courant des frais qu'il y a aussi derrière, parce qu'un investissement ça coûte aussi quand même. Il y a la taxe foncière, on en disait tout à l'heure, peut-être des frais de copro si c'est en copropriété. Il faut qu'il soit, je pense,
un minimum manuel. Enfin, à mon sens, après, c'est propre à chacun. Hein. Mais voilà, il faut quand même penser qu'il faut quand même qu'il sache que si demain, il passe pas par une agence, si le locataire, il l'appelle parce que la chaudière, elle marche plus, ou enfin, j'en sais rien, il faut qu'il soit proche, il faut qu'il puisse y aller. Il faut qu'il ait la gestion, il faut qu'il soit sûr aussi du locataire qu'il va mettre dedans, bien étudier les dossiers qu'il va recevoir. Après, c'est sûr que je le conseillerais quand même de passer par une agence immobilière. Après, ça, c'est propre à chacun. Et après, on est aussi dans une région où on se connaît quand même pas mal. Donc, mais si on ne connaît pas, il vaut mieux peut-être passer par une agence immobilière et déléguer la gestion si on n'est pas du milieu. Après, moi, les clients que j'ai reçus la semaine dernière par rapport à ça, monsieur est dans le bâtiment, madame, elle est responsable de la gestion locative dans une agence immobilière. Bon, pas du tout dans la région, mais voilà, donc on va dire que eux deux, il n'y a pas de sujet. Mais quand on se lance dans l'investissement locatif sur de la pierre, vraiment, il faut quand même avoir un certain niveau d'information, que ce soit financier ou manuel. Ok, trop bien les conseils. Du coup, c'est un petit peu en lien à quoi ressemble, entre guillemets, un bon dossier pour obtenir un financement en 2025. Il faut que le dossier... Alors, il faut qu'il y ait des cohérences. Le dossier aujourd'hui, pour que vraiment il soit au top, il ne faut pas qu'on dépasse les 35% de taux d'endettement, il faut qu'il y ait un reste à vivre assez conséquent, enfin voilà, il ne faut pas qu'on endette trop le client non plus, parce que s'il ne dépasse pas les 35% mais qu'il lui reste 300 € pour vivre par mois, c'est pas bon. Bon, c'est pas possible du coup par rapport à 35%, mais tu vois, faut que Oui, ça mais reste ce que tu veux cohérent. dire, c'est que tu vas prendre son rythme de vie en considération. Exactement, voilà, je me fie pas que... Enfin, on ne se fie pas parce qu'on est tous pareils, enfin, on a tous la même vision du métier. On ne se fie pas que aux charges. Aujourd'hui, le logiciel, il va prendre en compte les crédits externes, internes, conso, immobilier, s'il y a des loyers qui payent parce que voilà, s'il y a des pensions alimentaires, on va prendre des charges. Après, il faut quand même regarder aujourd'hui le coût de la vie. Aujourd'hui, un panier de courses, ça n'a pas le même prix qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou voilà, faut quand même avoir, il faut avoir du bon sens. De toute façon, notre métier, c'est uniquement ça, c'est du bon sens, c'est du bon conseil, c'est de l'analyse. Et après, il n'y a pas de bon ou de mauvais dossier. Bon, après, c'est sûr que si le client il se présente, qu'il n'a pas de CDI, voilà, il faut avoir une situation stable. Professionnellement, il faut quand même avoir une situation stable. Donc, être en CDI, après, on a eu fait des intermittents du spectacle, par exemple, qui, eux, n'ont pas de CDI, en fait. Mais voilà, on a en fait ce qu'on appelle un schéma délégataire. Donc, en fait, en fonction des profils, on va retenir plus ou moins une partie du salaire par rapport à la gestion du risque. Mais voilà, après, il faut que le client, de lui-même aussi, il ait du bon sens aussi. Il faut qu'il se dise, bon, bah, si j'y vais, c'est que ça a du sens. Je me mets pas dans un projet qui n'a pas ni queue ni tête, quoi. Du coup, en lien, ça me fait penser, qu'est-ce que tu mettrais en avant comme conseil pour avoir le meilleur scoring bancaire? Et quelle importance a le scoring bancaire pour toi ou en agence? Alors, le scoring bancaire, pour moi et pour l'agence, parce que c'est de manière générale, c'est une notation en fait par rapport à la gestion des comptes. Pour avoir le meilleur, il faut évidemment éviter d'être au-delà du découvert autorisé ou dans le découvert en négatif, s'il n'y a pas de découvert autorisé. Il faut éviter les frais les agios, il faut éviter les commissions d'intervention sur les prélèvements, sur les commissions de cartes. Il faut avoir une gestion saine et de préférence arriver à épargner tous les mois. C'est sûr que c'est plus facile de suivre aujourd'hui un dossier où le client il arrive à mettre de côté tous les mois, plutôt que si le client il vit déjà aujourd'hui à ras et qu'en plus il investit, il se met une charge en plus dessus, c'est compliqué de le suivre et de se dire oui, jusqu'à présent c'était compliqué, c'était tendu. Si aujourd'hui c'est tendu, qu'est-ce que ça va être si en plus on rajoute tout ça, quoi. Et du coup, dans le cas d'un client, par exemple, qui, par exemple, il a une activité professionnelle à son compte, cette activité fait que lui, en épargnant, par exemple, en début de mois, dans le mois, il y a des jours où il se retrouve à découvert, mais qui sont comblés dans les 2 ou 3 jours qui suivent, mais ça peut-être 2 ou 3 fois dans le mois. Ça, au niveau du scoring, ça peut... Si le découvert c'est dans le découvert autorisé. Non. Il faut pas dépasser ce découvert-là et il faut que le compte soit créditeur ça c'est la convention de compte. Ouais. Il faut que le compte soit créditeur au minimum 48 heures par mois. Ok. Donc voilà, après non. Et puis c'est à la marge. Il y a des clients peut-être qu'aujourd'hui ils ont un mauvais scoring parce que ils ont divorcé et qu'ils sont en attente d'une somme d'argent mais qui est bloquée parce qu'il y a des conflits. Peut-être qu'il y a eu un licenciement économique, du coup il a
pas eu son maintien de vie. Voilà, c'est au cas par cas. Mais pour avoir un bon scoring, l'idéal, hein, c'est un client qui a une gestion de compte saine et qui arrive à mettre de côté un petit peu tous les mois. Ok, trop bien. Et si une personne a, du coup, ce que tu préconises, gestion saine, qui épargne, est-ce qu'il peut faire encore quelque chose en plus pour avoir encore un meilleur scoring ou pas forcément? Non, pas forcément. Après, c'est déjà... Enfin, je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même pas mal aujourd'hui d'avoir un compte sain. Enfin, sain. Oui, si, sain, avec une bonne gestion, on va dire. Et de mettre de côté, avec la conjoncture aujourd'hui, le coût de la vie, le pouvoir d'achat qui est bas, c'est quand même déjà pas mal. Donc, Ok. donc pour moi, c'est déjà suffisant. Vaut-il mieux négocier son taux ou les conditions annexes? Frais, assurance, garantie, etc. Alors, les assurances, c'est pas que ça se négocie pas, c'est que nous, on travaille principalement avec CNP. Alors, bien sûr qu'il y a des assurances externes, mais CNP, c'est une assurance de groupe. En fait, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on paye pas cher, mais si on a besoin, ben, on a ce qu'on a payé. Soit on paye un peu plus cher, mais quand on a besoin, on est content de l'avoir. Et c'est ce que je dis aux clients. Vaut mieux, moi, je vous souhaite, franchement, toute votre vie, de payer quelque chose cher, mais que vous n'en aurez pas besoin. Vaut mieux payer pour rien. C'est comme une assurance voiture, c'est comme une assurance maison, on paye tous les mois. Clairement, ben, ça fait chier. Mais le jour, bon, je l'espère pas, mais le jour où on a besoin, on est content de l'avoir. L'assurance de groupe, l'avantage, c'est que ça assure le client au jour de la signature en fonction de sa situation. Aujourd'hui, le client, il fait moins de 20 000 km pour aller travailler, il fume pas, il fait pas de travail à risque. Si sa vie, pendant les 25 ans de crédit, change, l'assureur, il s'en fiche. Il indemnisera par rapport aux conditions du contrat. Maintenant, si c'est une assurance individuelle, c'est un peu plus compliqué. Il y a des questionnaires à la souscription et au moindre petit changement de vie, il faut informer l'assureur. S'il ne le sait pas, lui il va dire mais attendez, moi vous m'avez dit qu'il fumait pas. Aujourd'hui il a un cancer du poumon parce qu'il a fumé 10 paquets de tabac dans les 10 dernières années. Ou il fait plus de 20 000 km par jour pour aller travailler, enfin par an pour aller travailler, parce que ça en fait. Il peut dire ben voilà, moi j'indemnise pas parce que du coup ça correspond pas à la déclaration. Donc après voilà, tout a un prix et forcément derrière il y a les garanties. Ça, ce que tu veux dire, c'est que c'est la partie où tu délègues ou pas? La Non, délégation d'assurance? Ça c'est l'assurance emprunteur. Ouais. Donc tu as les assurances de groupe, nous c'est CNP, et après tu as les assurances externes. Donc nous on travaille avec Iris, puis après on regroupe la Generali, la BPCE, AXA. Après le client il peut même aller chez un assureur avec ses offres, avec sa simulation de prêt, et avoir une assurance encore externe. Mais toi du coup tu préconises pour être on parle pas faute de prix, mais pour être le mieux assuré possible, c'est prendre l'assurance de groupe? Oui. Voilà, c'est ça que je veux. Okay. Ouais, 100 fois. De toute façon j'ai eu le cas, hein, j'ai eu des clients malheureusement en 7 ans, j'en ai vu. Qui ont eu une assurance de groupe, qui ont une assurance externe, et j'ai vu tout de suite la prise en charge et les indemnités. Et est-ce que ça, on peut le changer ou pas? Alors, tu peux changer d'assurance à n'importe quel moment de ton prêt. Ça, depuis 2022, c'est la loi Lemoine. Simplement, il faut que les garanties ne soient pas inférieures à celles qu'elles étaient. Elles peuvent être supérieures, mais elles ne peuvent pas être inférieures. Donc, si j'ai une assurance où ça a délégué, je peux passer en assurance de groupe, mais pas à l'inversement? Alors, je dirais plutôt l'inverse, mais c'est surtout le niveau de garantie, il faut qu'il soit le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends une franchise, par exemple, à 30 jours d'arrêt de travail, tu peux changer et prendre 90 jours. Mais par exemple, à l'inverse. Il faut que les garanties soient... Ok, parce que moi, par exemple, j'ai une assurance Kiris sur un des biens. Du coup, si je voulais être mieux assuré... Il faudrait passer sur une assurance de groupe. Et du coup, dans ce sens-là, je peux le faire? Oui, tu peux aussi. Mais dans le sens inverse, je pourrais le faire aussi? Tu peux, puisqu'en fait, c'est juste un changement d'assureur. Il faut juste voir les garanties. Après, c'est pareil, c'est toujours du bon conseil. Je ne fais pas une simulation, parce que c'est nous qui cochons les cases pour lesquelles le client est indemnisé. S'il fait du logement, de l'investissement locatif, il y a peut-être certaines cases que je vais enlever. Parce que si, par exemple, demain, je touche du bois, mais il a un accident de travail, ça ne va pas empêcher son locataire de payer le loyer et de rembourser le prêt. Et par exemple, lui, sur son prêt immobilier, ça peut l'affecter s'il a une perte de salaire. Après, en fait, c'est du cas par cas et c'est du bon sens. Négocier, tout est négociable. Mais, non, pas tout, parce que, par exemple, les frais de garantie,
on nous les impose. On travaille aujourd'hui avec une société de caution, la CEGC, anciennement SACEF. Aujourd'hui, par rapport au prix du bien, au montant financé, il y a un taux qui s'applique, ça détermine un montant, et voilà, c'est prélevé à l'édition des offres, et nous, on ne peut rien faire, on peut pas Oui, les changer. frais de caution et les frais de dossier, ils sont tels qu'ils sont. Exactement. Les frais de dossier, on peut un petit peu déroger enfin, on a la main pour déroger un petit peu dans la limite du raisonnable en fonction du projet, c'est toujours pareil. Mais voilà, après, c'est... Après, moi, j'ai envie de dire, tu vois, sur les frais de dossier, tu vas quoi, gratter 100 euros, 200 euros sur un projet immobilier. Exactement, en fait, on va dire en moyenne. Aujourd'hui, le barème standard, c'est 1%. Les frais de dossier, c'est 1% du montant financé, au maximum 3 000 euros. Donc pour les projets de plus de 300 000 euros, on n'ira pas au-delà de 3 000 euros. Bien sûr qu'on peut déroger. Après, il faut que la relation elle soit gagnante-gagnante et à la banque et au client. Il faut que voilà, on ait une relation gagnant-gagnant. Le client, il veut gagner, il n'y a pas de souci, mais on négocie. Tout se négocie. Ok, et concernant le différé, toi, c'est quoi ta position? Tu as plus tendance à donner facilement des différés? Pas forcément? C'est pas forcément donné ou pas des différés pour d'amortissement. Hein. Ouais. En fait, c'est pas forcément. J'en ai eu fait. Ça dépend le projet du client, ça dépend sa situation. J'en ai eu fait parce que j'ai des clients qui achetaient un bien, ils avaient des travaux à faire, bon, on a différé. Après, ça dépend du projet en fait. Moi, je vois pas d'inconvénient. Après, il faut quand même que le client il soit au courant. Voilà, il paye quand même l'assurance. Mais j'en ai eu fait. Ok. T'as souvent des personnes qui te demandent aussi l'exonération des IRA, ou c'est pas forcément quelque chose qui est trop répandu? Alors, j'en ai pas. Si j'ai dû en avoir 2 en C1, je pense que c'est le bout du monde. On est d'accord, Et c'est pas après, répandu. dans tous les cas, c'est pas notre délégation. Ok. C'est le directeur régional. Et après, voilà, il faut que derrière, on puisse le justifier, quoi. Après, tu as l'exonération d'IRA suite à la vente du bien. Et tu as l'exonération d'IRA toute cause. Et forcément que si le prix va se faire acheter à la concurrence... Enfin, voilà, j'en ai eu que 2. Il y a Gitadine, donc c'est en 2019-2020. Mais sinon, j'en ai très peu. En fait, Du coup, pour les gens qui ne savent pas forcément, qui ne sont pas du milieu, et IRA, vous pouvez... c'est les indemnités de remboursement anticipé. Quand tu rembourses un prêt immobilier, contrairement à un prêt conso, tu as des indemnités à payer dans la limite de 6 mois d'intérêt. Bon, des fois, c'est pas astronomique. Hein. Il y en a, par exemple, sur un prêt à taux zéro, forcément, par définition, il n'y en a pas de pénalité. Donc, voilà. Selon toi, est-ce qu'en 2025, on peut toujours vivre de l'immobilier? Encore une fois, ça dépend de la situation du client, ça dépend si sa situation, enfin, vivre de l'immobilier, oui. De toute façon, à notre âge aujourd'hui, on va pas se mentir, la retraite, on sait même pas si on en aura une aujourd'hui. Donc, en fait, allez-y, par le prix immobilier, par l'assurance vie, par les plans d'épargne retraite, et tout ça, vous le récupérez. C'est du capital, que ce soit du capital financier ou du capital immobilier. Dans tous les cas, c'est pas perdu. Après, en vivre, c'est pareil, encore une fois, ça va dépendre de la situation du client, quoi. Est-ce qu'il a un prêt dessus? Ou est-ce que le bien il est loué? Est-ce que le locataire il est là depuis 10 ans? Est-ce que c'était du Airbnb, mais comme la fiscalité a changé en début d'année, ça y est, il s'est mis à faire la location longue durée. Enfin, en fait, voilà, c'est vraiment du cas par cas. Mais il y en a qui doivent en vivre, certainement. Hein. Toi, à titre personnel, c'est quelque chose que tu aimerais faire? C'est ce qu'on a un peu comme projet. Alors nous, ce qu'on aimerait faire, là on a pour le projet du coup la construction, mais après on aimerait investir en fait dans l'idéal que les loyers payent les études de la petite et derrière de léguer un patrimoine. On sait très bien que la conjoncture aujourd'hui est compliquée, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et en fait on veut offrir le meilleur à notre fille forcément, hein, comme chaque parent. Donc voilà, nous effectivement on aimerait bien, après... faudra voir en temps et en temps, mais oui, c'est... Pourquoi pas. Est-ce que tu penses que d'ici quelques années, l'intelligence artificielle va remplacer une partie de ton métier? Alors, remplacer, non, mais être complémentaire. Aujourd'hui, on le voit de toute façon déjà avec ChatGPT, hein, tout le monde connaît. Moi, j'ai déjà des clients qui sont arrivés dans le bureau avec ChatGPT, ils avaient tout imprimé, voilà. Il n'a pas forcément dit les bonnes réponses ce jour-là, bien que je l'utilise au quotidien, mais du coup, ça m'a un peu refroidi. Je pense pas que ça nous remplacera, je pense que ça sera peut-être une aide.
et que ça nous soulagera dans certaines tâches. Peut-être que ça va être plus un allié enfin pour moi remplacer c'est un peu négatif. Je pense que ça va plus être une aide dans nos métiers, un assistant voilà qu'un remplaçant. Toi, à titre personnel, pour ton boulot ou dans ta vie, tu l'utilises? Alors dans ma vie perso, j'utilise pour des bricoles, style des recettes de cuisine, style voilà, on est parti au Futuroscope en plein mois d'octobre. Qu'est-ce que je mets dans ma valise, voilà, pour savoir un peu, avoir des idées. Je m'en suis servi quand on est parti en Corse pour faire ma valise parce que c'est vrai que ça permet d'avoir une trame et d'avoir. Au boulot, je m'en sers pas parce que j'en ai peut-être pas forcément eu l'occasion aujourd'hui et que je suis pas convaincue aujourd'hui qu'il soit vraiment aguerri. En fait, tout simplement, j'ai une cliente qui est venue pour son fils. Elle me dit voilà, il a un projet IMO, il est éligible au PTZ. Et je dis non, je suis désolée, madame, regardez, on est sur le service de l'État, le service public, c'est quand même le site de l'État. Je rentre le code postal, je rentre machin, la zone ne le permet pas. ChatGPT me maintenait que oui, avec un montant. Et je dis je suis désolée, moi je suis sur le site de l'État, je ne peux pas faire mieux que le site de l'État aujourd'hui. Donc je pense que voilà, aujourd'hui je suis pas certaine qu'il soit assez développé ou qu'il y ait un recul sur certaines choses, oui. Par exemple sur des livrets, sur des PEL, sur des petites choses comme ça, oui. Maintenant sur tout ce qui est réglementé, il y a un peu de technique, je sais pas, je l'ai pas vraiment utilisé, je préfère encore me fier au bouquin que à ChatGPT. Ouais. Après, mais voilà, après je pense que dans l'avenir effectivement ça sera une aide pour nous aussi dans nos métiers. Ouais, mais avec les finances, il faut faire attention. Parce que moi, j'avais fait un petit test. Par exemple, je partais du postulat, un petit peu, j'ai jamais investi. Et du coup, qu'est-ce que me conseillait ChatGPT pour me diversifier, etc. Et quel pourcentage d'après lui je devais mettre en bourse, quel pourcentage en IMO. C'est bien parce que ça te donne des idées, mais il faut faire attention parce que ça va dépendre aussi du prompt que tu lui dis. Et un petit peu aussi, faut voir avec lui le profil risque que tu veux prendre et pas mal de choses. Et en fait, le prompt que tu lui as donné, faire attention et reformuler certaines choses, il va rentrer plus en profondeur que juste s'arrêter au premier prompt que tu lui as donné. Ça peut être aussi un petit peu dangereux pour une personne qui a jamais fait. Se dire, ChatGPT, il m'a dit que je devais mettre 30% en bourse, 40% en immobilier. Voilà, faut faire attention avec tout ça. C'est le risque et c'est encore une fois là où on voit que nos métiers, du coup, ils seront pas remplaçables. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui veut investir en bourse sur de l'assurance vie, sur du PEA, sur des actions, il a un profil risque à remplir. Compétences financières, acceptation du risque, la finance durable aujourd'hui, puisqu'il y a des fonds sur de la finance durable. Et tout ça, ChatGPT, il peut pas le faire, en fait. Et nous aujourd'hui, quand on fait de l'investissement sur l'épargne financière, nos propositions de conseil, nos propositions de placement, elles sont vraiment affectées au devoir de conseil qu'on a fait au préalable. Un rendez-vous à la banque aujourd'hui, s'il dure moins d'1 heure, c'est qu'il y a un problème, quoi. Enfin, sauf si c'est pour 3 points sur un relevé de compte. Mais je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui va investir, il y a déjà une bonne partie de découverte et on va vite voir si le client il est prêt à accepter du risque ou pas. Et ça, ChatGPT, il peut pas savoir, il nous connaît pas. Il enregistre beaucoup les informations, mais voilà, il sait pas le profil risque côté. Et une question, au jour d'aujourd'hui, tu fais que les particuliers, tu fais toujours pas les sociétés? Alors, donc tu vas peut-être y venir. J'y viendrai peut-être. En fait, l'avantage dans ce métier-là, c'est que on peut rester dans la même entreprise en faisant plein de métiers différents. En faisant de la gestion de patrimoine, du coup, je vais faire les professions libérales. Donc, ça peut être les infirmières libérales, les vétos, les ergothérapeutes, des vétérinaires, des avocats, enfin voilà, tout ce domaine-là. Tout ce qui est auto-entreprise, micro-entreprise, c'est plus le directeur d'agence. Et après, tout ce qui est société, c'est vraiment le chargé d'affaires professionnel qui va s'occuper des sociétés. Pourquoi pas aujourd'hui, j'étais plus orientée vers la gestion privée. Mais pourquoi pas un jour faire les pros, parce que c'est aussi un domaine assez intéressant de les accompagner dans la naissance, dans le développement, dans la croissance de leur entreprise. Donc nous, on peut toujours pas venir te voir. Bientôt peut-être, pourquoi pas un jour, mais... Non, mais c'est bien, comme ça tu peux un petit peu évoluer mais et voilà, toucher à plusieurs choses. C'est l'avantage des grosses banques comme la Caisse d'épargne ou même comme le Crédit Agricole ou comme les grosses entités, c'est dans une même et seule entreprise on peut faire plein de métiers. Aujourd'hui, je fais la gestion de particulier, je peux faire la gestion de patrimoine, de la gestion privée, du chargé d'affaires pro, je peux être directeur d'agence. Enfin, voilà, ça peut être... on peut faire plein de métiers différents, du management, de la gestion du client, je peux même aller à Aix dans les
dans les back-office, hein, je veux dire, c'est voilà, tout en restant dans la même... Mais c'est dommage que des fois, le relationnel, moi, j'y compte beaucoup, tu vois, sur cet aspect-là. Et tu as un super contact et ça passe super bien avec une conseillère ou un conseiller. Ça fait des années qu'il te suit, il sait un petit peu ce que tu veux en termes d'investissement. Voilà, il suit un petit peu ton mindset et tout. Et après, par exemple, tu veux basculer en société, mais du coup, tu n'as plus affaire à lui. Je trouve ça dommage. Ouais. Du coup, tu dois recréer un nouveau lien, tu dois réexpliquer ton mindset, tu dois refaire de nouveau tes preuves. En fait, tu redémarres à zéro. Ben, L'astuce, c'est d'être en société avant. Tu vois ce que je veux dire? non, après, généralement, dans nos dossiers, enfin, normalement, après chaque entretien avec un client, on fait ce qu'on appelle un compte-rendu. On explique un petit peu parce que justement aujourd'hui, les conseillers qu'on garde pendant 15 ans, on va pas se mentir, ça n'existe plus. Hein. Avant, le client il gardait le conseiller pendant 15 ans, aujourd'hui très peu. Donc en fait, on essaie de mettre un maximum d'informations dans le dossier des clients pour que justement quand le nouveau conseiller arrive derrière, il sache à peu près un petit peu où en est le client. Qu'on ne repose pas les mêmes questions, que le client n'ait pas besoin de répéter ce qu'il a déjà dit et redit. Les preuves, si tu ne changes pas d'établissement, le conseiller, il voit l'historique du compte, il voit la notation, il voit plein de choses, on voit plein de choses et on se fait vite un aperçu. Après, si... moi aussi, je suis beaucoup dans le relationnel avec les clients et avec les collègues et du coup, je me dis, quand j'ai changé beaucoup de fois de portefeuille, en fait, je dis aux clients, aux collègues, appelez-moi ou je les appelle. Voilà, je vais recevoir tel client, j'ai vu que tu avais fait telle chose. Il avait tel projet, est-ce que tu l'as revu, est-ce que tu en sais plus, c'est ton voisin, est-ce que tu l'as vu hier. Même pour le client, ça montre quand même un peu de professionnalisme et qu'il y a un suivi, c'est important le suivi. Voilà. Après, oui, je ne cache pas que le relationnel c'est important et voilà, il y a des clients que forcément, quand le statut de la société ne correspond pas au métier, c'est vrai que du coup, on ne peut pas conserver la relation. Je trouve ça un peu dommage, mais après, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, je pense que le but, c'est d'avoir toujours la personne la plus experte dans Exactement. En dans fait, le conseil. voilà, chaque conseiller a son expertise. Aujourd'hui, je ne peux Bien pas sûr. t'apporter un conseil que va te donner le chargé d'affaires pro. Parce que lui, il a le diplôme, il a l'expérience qui est vraiment faite pour. Je peux toujours prendre les relations. Après, ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est les rendez-vous en doublon. J'ai fait beaucoup de rendez-vous avec le chargé d'affaires pro ou la chargée d'affaires en gestion privée, de clients avec qui j'avais une bonne relation ou que j'avais détecté justement un besoin et j'assistais au rendez-vous. Ok, bon, ça c'est pas mal. Voilà, ce qui mettait en fait aussi le client en confiance parce que j'étais là et à la fois il rencontrait aussi une nouvelle personne. Donc, ça fait Et la après- transmission. Exactement, voilà, tout à fait. Ok, ça c'est pas mal. Moi, je vais vous raconter la petite anecdote qu'on parlait en off. Du coup, on parlait de potentiellement mettre de grosses liasses de billets sous le matelas. Et, Diversifié. pour se diversifier. Du coup, moi, j'ai une personne, je ne citerai pas son nom, mais faut faire attention avec ça, parce que c'était une personne quand même relativement âgée, et du coup, qui creusait très régulièrement dans son jardin, et qui, à force de creuser, les voisins, on suppose que c'est les voisins autour, qui ont décelé que cette personne-là mettait de l'argent dans son jardin, et elle a perdu 200 000 euros. 200 000 euros. Voilà. Donc, si vous mettez un peu du cash de côté, je vous dis pas de ne pas le faire parce qu'on se diversifie. C'est Margot qui l'a dit. Mais voilà, Il en faut toujours un peu du faut cash. faut faire attention avec ça. Et là, par contre, il n'y a pas d'assurance. C'est perdu, il n'y a aucune preuve. Et donc, ça peut être très compliqué à vivre. Oui, c'est ce que je disais aux clients aussi. Il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est comme ça, moi je retire tout et je mets sous le matelas. Oui, ouais, mais non en fait, parce qu'effectivement, demain, bon, je touche du bois que ça vous arrive pas, mais votre maison elle brûle, vous faites cambrioler. Rien ne prouve en fait que vous avez cette somme-là sur le matelas, quoi. Il n'y a rien qui. Et puis surtout, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu en fais de cette somme-là? Parce qu'aujourd'hui, l'argent liquide, tu peux pas dépenser Alors, des sommes astronomiques. Déjà, tu peux plus retirer comme tu vas à la banque. Ouais, ça, on n'en a pas parlé, mais Voilà. Donc, c'est vrai, on est Mais tout- alors à la fois, les clients nous disent oui, mais c'est mon argent, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème, bien sûr que c'est votre argent. Mais par contre, c'est aussi notre devoir de vous conseiller. Moi, demain, le client, il sort avec 10 000 euros, il descend les marges de la banque et il se fait arracher le sac ou il se fait, parce qu'il y en a eu des histoires, hein, pour se faire voler l'argent ou autre, clairement, ça me ferait chier, quoi. Après, on est hyper réglementé par rapport à Tracfin, hein, donc c'est tout ce qui est financement du terrorisme, blanchiment d'argent, ça c'est tous les établissements et c'est réglementé. Aujourd'hui, les transactions particulier à particulier ne doivent pas dépasser 1 500 euros, avec les professions aussi, les professionnels.
Donc c'est très réglementé. C'est pas forcément, parce que j'anticipe la question, Pro- pour qu'on pro- trace les Promis, opérations. il n'y aura pas de questions. C'est pas forcément là pour qu'on trace les opérations par carte pour savoir machin. Moi, je m'en fiche qu'il aille dépenser. Enfin, je veux dire, faut que ce soit cohérent. C'est sûr qu'un client qui va jouer tous les jours sur Winamax, FDJ, machin, des trucs comme ça, bien sûr qu'il va avoir un profil de risque plus important qu'un autre. Mais je veux dire, après, c'est la protection aussi des clients, quoi. Je veux dire, On est moi, d'accord que c'est pas bon pour le scoring, ça. On n'en a pas parlé. Mais quelqu'un qui est régulièrement sur les jeux d'argent, son scoring, il va être impacté. j'ai jamais eu le cas. Moi, le seul qui jouait, c'était malheureusement pas avec son argent, hein. Il jouait avec le découvert autorisé et au-delà, donc forcément que le scoring n'était pas bon. Mais après, il faut que ça reste occasionnel. Après, il faut faire super attention. C'est vrai que on devient vite accro à ça, parce qu'on gagne, et un jour on peut tout perdre aussi. Donc après, faut faire attention. C'est sûr que oui, quelqu'un qui joue tout le temps et qui a que ça sur le compte, on va se poser plus de questions, forcément. Après, c'est c'est de la gestion du risque, en fait, hein. C'est l'analyse du comportement. Mais le but, c'est vraiment de protéger. Enfin, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, on est quand même là pour protéger nos clients et voilà. Ok. Moi, j'en ai terminé avec les jeux et les questions. Je pense que je t'ai bombardé de questions. Mais j'espère que mes réponses... Non, c'était super intéressant. Mais je pense qu'on va pouvoir clôturer. Hein. Ouais, est-ce que tu voudras... Et si oui, déjà tu peux le dire, et puis nous on les mettra en description. Un petit peu les réseaux, du coup. On mettra quoi, ton Instagram? Ouais. Du coup, c'est Une maman de Provence. Une maman de Provence. TikTok? Une maman de Provence. Ok. Il y aura autre chose à mettre? Non, c'est tout. Ok. Et si on veut te contacter pour des conseils... Sur Instagram, je suis assez réactive sur les messages. Sur TikTok, un petit peu moins. Mais j'essaye. Mais après, sinon, sur Instagram, mon compte est public et je réponds généralement à tout le monde. On peut te contacter aussi pour des conseils bancaires ou pas? Oui, après, il n'y a aucun sujet. Bon, ben voilà. On peut même prendre rendez-vous ensemble. Comme ça, tout le monde est au courant. Mais oui, non, aucun sujet, je reste accessible. Au top. Et donc, du coup, pour finir, la phrase traditionnelle, quelle serait pour toi un mot ou une phrase qui représenterait ta philosophie de vie? Ma philosophie, se faire confiance. Ça a été l'élément fil rouge de tout, hein, sur tous les domaines. Se faire confiance, s'écouter, croire en ses rêves et y aller. Et être passionné par ce qu'on fait. Excellent. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci de nous avoir regardé ou écouté sur toutes les plateformes où nous sommes disponibles. Pour rappel, YouTube, Spotify, Deezer. Pensez à liker, vous abonner. Et on vous dit à dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt.